Mes 2 traversées dans les Alpes en 2020-2021, déjà, ça a été une préparation assez extraordinaire. Je pense que mon corps s'est habitué à ces efforts mono-activité très longs et mentalement aussi. Donc, j'avais fait 2 fois 600 bornes en 160 et 150 heures. Donc, si tu veux, quand tu as fait ça, derrière, 450 bornes, ça te fait plus peur. Déjà, c'est une approche psychologique qui est hyper intéressante. Et puis après, je suis parti sur effectivement, la saison de raid aventure. On a fait 2 grands raids aventure où là, tu fais un entraînement kayak, vélo, course à pied, tu vois, un combo comme ça qui est très intéressant parce que du coup, il y a moins de risque de blessure, tu varies un petit peu les efforts. Enfin, c'est vrai que c'est peut-être prétentieux, mais j'ai une énorme confiance en moi, acquis par le fait de mon expérience, de ce que j'ai déjà fait, en fait. Parce que on a vécu des trucs tellement durs en raid, ça a été tellement dur, mes 2 traversées des Alpes, quelque part, que voilà, me présenter au départ d'une course organisée où on prend soin de toi à chaque refuge, finalement, ouais, ça apporte une grande sérénité, hein, c'est clair. Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous 2 fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour et découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. J'ai le plaisir de recevoir dans ce nouvel épisode Sébastien Réchon. Sébastien est un athlète hors norme qui s'est forgé une solide réputation en raid aventure, une discipline qu'il a vu enchaîner des performances remarquables et notamment l'obtention d'une première place au classement mondial par équipe de la discipline. Adepte des grands espaces et d'épreuves pluridisciplinaires au long cours, Sébastien a développé ces dernières années un intérêt certain pour le trail et plus particulièrement les efforts d'ultra-endurance. C'est après une première participation au Thor des Géants en 2019 que Sébastien se décide à franchir un palier supplémentaire dans la galaxie Thor pour prendre le départ il y a quelques semaines du Thor des Glaciers, une épreuve titanesque de 450 km et 32 000 mètres de dénivelé positif proposée à une poignée d'ultra-trailers justifiant de performances de haut niveau. C'est avec une indéniable détermination et fort d'une confiance absolue en ses capacités, nourrie par sa très grande expérience des efforts et épreuves extrêmes, que Sébastien s'est présenté sur la ligne de départ de ce Thor des Glaciers à Courmayeur en Italie. Il va nous faire vivre avec lui aujourd'hui, de l'intérieur, cette épopée épique, évidemment, au cœur des Alpes. Mais je ne vous en dis pas plus. Sébastien va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, Thor et Adore. Et promis, je vais très vite prendre des médicaments pour soigner ce vilain rhume. Bonjour Sébastien, bienvenue dans ce nouvel épisode de Course Épique. Je suis absolument ravi d'échanger avec toi aujourd'hui. Comment vas-tu ? Merci de l'invitation et je vais très bien, une semaine après cette course fantastique du Thor des Glaciers. Donc oui, je vais très bien. Tu vas nous raconter tout ça. On enregistre cet épisode aujourd'hui le 21 septembre, qui n'est autre que la date de naissance de Stephen King, François Cluzet, Léonard Cohen et puis du professeur Choron. Si tu en avais la possibilité, avec laquelle de ces 4 personnalités est-ce que tu aurais aimé partager une soirée d'anniversaire, même si pour 2 d'entre elles, ça n'est malheureusement plus tellement possible? Écoute, là t'es passé un peu vite, mais le premier... Stephen King, ouais. François Cluzet, Léonard Cohen ou professeur Choron? Bon, j'aime beaucoup François Cluzet en tant que comédien. Après Stephen King, il y a un livre qui me parle, il s'appelle Marche ou crève. Ah ouais, évidemment. C'est un livre qui m'a marqué et où si tu descends en dessous d'un certain km/h, t'as un mec à côté qui te tire dessus, qui te flingue, et à la fin il doit en rester qu'un. Donc ouais, c'est un concept. Là, j'aimerais bien parler de ce concept avec lui. Ouais. Sébastien, avant qu'on s'intéresse plus particulièrement à ta pratique sportive, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots à nos auditeurs qui ne te connaîtraient peut-être pas pour certains? Ok, Sébastien Réchon, donc j'ai 50 ans, je suis professeur de PS, je vis à Avignon dans le Vaucluse après avoir vécu mon enfance en région parisienne dans les Yvelines. J'ai 3 enfants de 11, 19, 22 ans, je vis maritalement, donc je suis un passionné de sport mais pas que, j'aime beaucoup le cinéma, le théâtre aussi, les voyages, les grands voyages à vélo, voilà un petit peu très Et rapidement. Stephen King, les soirs d'hiver au coin du feu. Sébastien, est-ce que tu pourrais nous parler, si on remonte un peu le temps, si tu pourrais nous parler de la place que tenait le sport dans tes plus jeunes années? Est-ce que tu as déjà évolué très jeune dans un environnement qui était tourné vers le sport ou est-ce que ça s'est déclaré et offert à toi au fil des années? Ouais, non, très rapidement, effectivement. Mes parents je me souviens plus comment c'est venu, mais très jeune, j'ai fait je faisais déjà du judo, du foot. Quand j'étais à l'école primaire, je faisais les deux.
Et puis très rapidement au collège, là, j'ai rencontré des profs de PS passionnants qui m'ont donné le virus. Et là, je suis parti sur notamment de l'athlétisme, du volley, mais surtout de l'athlétisme à partir du collège. Est-ce que tu avais déjà un goût assez prononcé pour sortir un peu des sentiers battus et te lancer déjà des défis très jeune? Est-ce que ça faisait déjà partie de toi ou c'est là aussi quelque chose que tu as développé avec le temps? Eh ben non, pas du tout. Figure-toi que j'ai passé des années sur une piste de 400 mètres dans les stades d'athlétisme et ça me convenait parfaitement. Hein, j'étais très heureux. Donc moi, je suis vraiment du moule athlétisme, 110 mètres haies, 400 mètres haies, sur des épreuves en plus plutôt explosives. Et en fait, par contre, j'aimais beaucoup le côté partage, le collectif. Je suis passé aussi entraîneur très rapidement en athlée. Donc voilà, non, les sentiers T'étais pas du hors genre des à claquer sentiers la porte battus, le c'était... dimanche matin en disant à papa et maman, je rentre ce soir, vous occupez pas de moi. Peut-être que tu faisais pas ça quand t'avais 8 ans. Bah non, c'est vrai, non, j'étais plutôt dans des choses très cadrées, chronométrées, classiques. Et puis c'est à 30 ans plus tard que j'ai voulu sortir des sentiers battus. Qu'est-ce qui t'a plu dans la pratique de l'athlétisme? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Puis est-ce que tu viens de l'évoquer là, la notion de chronomètre, de performance, est-ce qu'elle était déjà très présente? Est-ce que la compétition faisait déjà partie intégrante de ton intérêt qui était de toute façon corrélée à ta pratique du sport? Ou est-ce que tu n'avais l'approche quand même qui était plutôt loisir et plaisir en priorité? Non, l'athlétisme, c'est vraiment une activité de performance où on essaye de dépasser, de battre ses records, de dépasser ses limites. Donc j'ai vraiment baigné là-dedans. Tu t'entraînes 4, 5, 6 fois par semaine pour gagner 1/10 sur 110 mètres haies. C'est assez dingue. Des fois, tu te dis, mais c'est fou, quoi, que j'ai pu passer autant de temps comme ça sur un stade pour gagner 1/10 ou 2, quoi, sur une épreuve qui dure 15 secondes. Donc, ouais, non, moi, après, ce que j'aimais dans l'athlétisme, c'était qu'on était un groupe, il y avait un collectif. C'est-à-dire, c'était seul sur ta ligne de départ, quoique, moi, ce que je préférais, c'était les relais. Mais t'es seul sur la ligne de départ, mais par contre, il y a tout un groupe autour qui s'entraîne ensemble, un entraîneur, des stages, des virées aux quatre coins de la France pour aller faire des compétitions. Donc, tu vois, voilà, il y avait quand même tout un esprit club que j'adorais, moi, quand je faisais de l'athlétisme. Et puis, on se poussait les uns les autres dans les groupes d'entraînement. Et oui, voilà, non, mais j'ai vraiment baigné je dépasse mes limites petit à petit, je progresse. Après, je n'étais pas une superstar, je visais pas les titres d'un champion de France dans mes catégories. Mais ça, voilà, battre mon record, dépasser mes limites du moment, ça me suffisait amplement et ça me faisait plaisir. Et puis, aller chercher une belle victoire collective sur des relais ou autres, pareil. C'était quelque chose qui me nourrissait, qui me créait des émotions. Donc la compétition, elle était source d'émulation plutôt que de pression. C'était plutôt un bon driver pour toi? Oui, en fait, la compétition, ça a toujours été un guide. Mais j'ai toujours bien vécu les contre-performances ou les défaites. C'était une source d'émulation, effectivement. Quelque chose qui te pousse à être régulier à l'entraînement, à être motivé. Mais bon, c'est pas forcément une fin en soi. Le partage est une fin en soi, mais voilà. Après, tant mieux, hein. Après, t'es content, hein, quand tu bats ton record ou que tout ce que t'as mis en œuvre a payé. Donc ça, là, t'es content, mais bon, c'est pas, voilà. À l'aune des années 2000, on remonte là encore un petit peu le temps. Tu as découvert plus particulièrement le raid aventure. Est-ce que tu peux nous expliquer dans quel contexte tu l'as découvert? Je crois que c'était à l'occasion d'un déménagement, si je ne me trompe pas. Et puis, est-ce que tu peux nous en donner aussi les grands principes pour les auditeurs du podcast qui sont peut-être un peu moins familiers avec le raid aventure? Est-ce que tu peux nous en donner les grandes lignes directrices? Oui, ma compagne de l'époque est toujours ma compagne actuelle. Elle m'avait mis un petit peu au VTT. Elle avait envie, elle, de sortir des sentiers battus. Et j'avais commencé à faire un peu de VTT. Puis il y a un copain qui me dit en fin des années 2000, ah tiens, il y a un raid à Dijon, il s'appelle le Kir d'Enfer. Il faut faire du kayak, courir et pédaler par équipe de 2. Est-ce que ça te dit? On y va et tout. Je lui dis bon allez, ok. C'est le côté Kir qui te faisait envie? Ouais, peut-être parce que j'aime bien l'apéro aussi. Et donc du coup, on l'a fait et ça m'a vachement plu ce côté équipe. Ça dure longtemps, on change d'activité. Et ça a été un peu un déclic. Et puis effectivement, j'ai déménagé au même moment dans le sud de la France vers Avignon, dans le Vaucluse. Et là, c'est une terre de jeu extraordinaire pour le sport de plein air. Et là, je me suis mis, là, je me suis dit, allez, terminer le stade de 400 mètres. On va sortir des sentiers battus, justement. Puis on va aller découvrir un petit peu tout ça. Et le raid aventure, le raid aventure, c'est par équipe de 2, 3 ou 4. Alors, le format international que je fais moi maintenant, c'est à 4 en équipe mixte. Et c'est des épreuves qui durent 3, 4, 5, 6 jours, non-stop, où on doit gérer notre sommeil, bien sûr, notre alimentation seul, pas comme dans les trails organisés. Et on enchaîne différentes activités, essentiellement donc kayak, course à pied, trekking et VTT. Et après, il y a d'autres activités annexes qui arrivent.
et le tout en orientation. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de balisé, on a nos cartes, pas de GPS, rien. On a des cartes à l'ancienne, IGN ou autres, et on doit trouver des points de passage et effectuer le parcours imposé le plus vite possible. C'est passionnant. Donc les épreuves qui composent le Raid Aventure peuvent être différentes d'un défi à l'autre. C'est pas nécessairement les mêmes composantes où il y a systématiquement chacune des briques que tu en as votées. Okay. Il y a la base kayak, très course à pied, VTT, et après tu as du canyoning, tu as de la spéléo, tu as de l'équitation, des épreuves de corde qui viennent se greffer là-dessus, mais qui sont plutôt des épreuves courtes, ludiques. Voilà. Mais la base, c'est ces 3 grandes activités. Est-ce qu'il y avait des structures qui t'ont permis de te former au Raid Aventure, ou est-ce que c'est globalement par les aventures en elles-mêmes et puis c'est un rendez-vous compétitif que finalement c'est la meilleure école pour apprendre ça, ou est-ce qu'il y avait la possibilité d'avoir un cadre qui te permettait de développer tes compétences en Raid Aventure? Eh bien, j'ai été dans des structures existantes pour développer mes compétences en course d'orientation, en kayak. Le VTT, ça, je l'ai réalisé avec des copains. Puis surtout, on a monté notre structure, c'est-à-dire qu'on a monté notre association qui s'appelle Raid 4 centimes. Et alors, le 4 centimes, c'est le jeu de mots, en fait, parce qu'on faisait tous du 400 avant sur la piste, on a appelé ça 4 centimes. Ça nous a fait rigoler à l'époque, et depuis, on a gardé le nom. Mais ça veut dire que ça fait plus rigoler maintenant, c'est ça? Je choisirais peut-être un autre nom aujourd'hui, mais maintenant, c'est notre marque de fabrique, puis on est connu comme ça dans le monde entier. Et donc, voilà, on a créé notre structure. Et puis au fil des compétitions, il y a eu des affinités avec certains coureurs à droite à gauche en différents endroits de la France. Du coup, ils ont rejoint notre association et puis on a créé un groupe comme ça qui est devenu un groupe élite. Et puis en même temps, on forme les jeunes et c'est notre association. On a au moins 30 ou 40 jeunes qui pratiquent le raid aventure. Et du coup, voilà, il y a une structure élite, il y a aussi une structure adulte, loisirs, les jeunes et tout ça, ça fonctionne ensemble. Qu'est-ce qui rend cette discipline si unique selon toi? Qu'est-ce qu'a le raid aventure que n'a pas les autres sports? C'est le plus beau sport du monde. C'est, si tu veux, pendant plus de 100 heures, tu es avec trois amis et tu vas vivre en termes émotionnels, découverte de territoire, des choses incroyables. C'est-à-dire que tu es plongé dans une nature, parfois hostile, mais parfois juste sublime. Et tu dois, c'est en même temps une grande chasse au trésor parce que tu dois trouver régulièrement des endroits de passage obligés, ce qu'on appelle des balises. Et comme ça, tu avances sur différentes activités. Et souvent, le traceur, il fait des choses bien. Je veux dire, il va te faire descendre une rivière incroyable. Et puis derrière, il va te faire passer des montagnes en trekking juste sublimes avec des points de passage visuels. Et puis après, il va te faire prendre ton VTT pour aller descendre un sentier de VTT de dingue. Et tout ça, tu le vis à 4. Et tu dois rester à 4. C'est-à-dire que tu peux pas en laisser un sur le bord de la route s'il est fatigué, hein. C'est-à-dire que tu dois l'aider, tu dois lui porter son sac, on doit toujours avancer à 4. Du coup, c'est une famille, quoi. Enfin, je veux dire, à la fin, quand tu as vécu une aventure comme ça, enfin, nous, on a vécu des trucs, des fois, au Brésil, je me souviens, à un moment donné, il y a une transition qui est 3 kilomètres devant nous, et puis on a un azimut à faire dans des marais qui sont infestés d'alligators. Bah, voilà, t'es là avec la machette, tu te mets en file indienne, tu traverses le marais, alors il y a celui qui ouvre avec les bâtons pour sonder l'eau, et puis tu mets le pied sur un alligator qui se barre à 2000 à l'heure, et puis ça vous tire à la courte paille, celui qui part le premier ou pas? Je sais pas pourquoi, c'était moi. et ça, si tu veux, quand tu vis des trucs comme ça, il y a d'autres moments, je veux dire, des levées de soleil dans des endroits improbables où à un moment donné tu te perds, tu décides de dormir, et puis au lever du jour tu te retrouves. Enfin, tu peux pas imaginer les souvenirs que tu te construis sur chaque course avec tes 3 camarades là. C'est un truc assez incroyable. Donc oui, c'est tous ceux qui l'ont vécu. Moi j'ai l'avantage de toujours retenir le positif. Donc il y a des moments difficiles que j'évacue très rapidement derrière. Donc du coup j'ai une vision très édulcorée, très du truc. Il y en a certains qui y vont une fois, ils y retournent pas. Mais globalement ceux qui y retournent, ils te diront la même chose que moi. C'est un sport, c'est juste, il y a pas d'équivalent. Enfin, j'en ai fait beaucoup des sports. Là, ça dure tellement longtemps. Il y a tellement d'émotions qui te traversent et tu découvres des territoires. Mais bon, voilà, c'est magique, quoi. Tu nous l'as bien vendu en tout cas, ça donne très envie. Et j'entends aussi derrière tout ce que tu dis de partage, du collectif, aussi d'être dans des environnements géniaux. Il y a aussi ce côté ludique finalement, très simple, un peu d'enfant, de varier les plaisirs, de passer d'une épreuve à l'autre, de s'émerveiller. Enfin, il y a cette espèce de candeur à chaque fois, non, c'est ça, de repartir pour une nouvelle aventure et de découvrir l'inconnu finalement. Ouais, c'est ça. Des fois, tu viens de faire 24 heures de kayak, donc t'en peux plus, t'as plus de bras, t'as juste envie d'arrêter, quoi. Ou des fois, tu dors un peu dans ton kayak, tu repars. Et puis, t'arrives à la transition, puis là, hop, tu te changes, tu manges vite un truc, et puis tu repars avec ton vélo. Et là, t'es tout neuf. C'est pas les mêmes muscles qui fonctionnent, et là, tu vas, allez, on est reparti.
Et puis des fois, si tu galères, tu dois trouver une balise, et puis des fois tu tournes autour, tu la trouves, voilà, t'hésites, ou tu te dis ah, c'est tendu, là on est en train de perdre du temps. Et puis quand tu la trouves, c'est comme les gamins, voilà, qui trouvent les œufs de Pâques, tu vois. On l'a, elle est là, quoi. Au début juillet, on a fait un raid en France autour du Mont Blanc qui était fantastique. Puis à un moment donné, il y avait une balise comme ça qui était super dure à trouver, mais quand on l'a trouvée au bout d'une demi-heure, on avait peur de pas la trouver, on était en tête et de tout perdre là-dessus. Mais on a hurlé dans la forêt, on était comme des gosses, quoi. Et on avait sommeil pourtant, mais là, on s'est réveillé, un coup d'adrénaline. Là, elle était là, la balise devant nous, c'était magique. Il y a une dynamique collective très forte, on l'a entendu, où chacun apporte finalement, vient avec ses atouts, au-delà de l'affinité et puis la complémentarité qui est, j'imagine, un des critères clés pour monter l'équipe qui va à la fois performer puis réussir à bien vivre ensemble aussi pendant ces longs jours et puis dans des conditions qui sont assez exigeantes. C'est aussi un des critères, c'est quand même de se tolérer. Quelle est toi, tu penses, ta principale contribution au sein de l'équipe? Si je devais t'attribuer un principal attribut, c'est quoi aujourd'hui, Sébastien? C'est quoi ta compétence dominante quand tu es dans une équipe? C'est ton expérience, c'est la navigation, c'est un physique hors norme, c'est un mental d'acier, c'est un peu tout ça. Ouais, c'est quoi ta contribution à toi dans l'équipe de 4 par exemple? Il faudrait demander à mes partenaires, c'est un peu tout ça, mais je dirais que ma force principale, moi, il m'appelle le capitaine, donc c'est la cohésion. En fait, moi, ce que j'arrive, ça crée un groupe. Ce que je crois que j'arrive bien à faire depuis toujours, c'est prendre le meilleur de chacun, constituer les équipes en fonction des affinités, des caractères, et puis pendant la course, effectivement, je suis toujours très positif, j'ai un gros mental, et du coup, je fais toujours avancer l'équipe. Et puis quand il y a un petit truc qui cloche ou une défaillance d'un des collègues, et ben c'est pas grave, on continue à avancer, et puis je suis positive, et puis on s'est sorti de situations incroyables grâce à cet état d'esprit, en fait. Donc je pense que c'est ça ma principale force. Je pense que mes collègues ils diraient un petit peu ça, quoi. J'imagine qu'il faut être très complet, voilà. Mais en tout cas c'est ça qui est saillant. Oui, après tout ce que tu dis c'est hyper important. Dans une équipe en fait il faut des costauds qui portent lourd. Il faut un orienteur ou même deux orienteurs de haut niveau. Il faut une nana, c'est obligatoire. Mais nous, notre nana, elle est souvent meilleure que les gars, donc j'ai pas de peine à le dire. C'est Sandrine Béranger qui a fait 3e du Tour des Géants. Elle est juste incroyable, et donc du coup notre féminine, elle nous aide. Des fois, elle nous met la laisse et elle nous tracte pour nous aider quand on est moins bien aussi, tu vois. Donc il faut 4 gros mentales quand même, parce que si t'en as un qui est un peu qui s'écroule à la moindre petite anicroche, tu vois, ça va pas. Donc. Est-ce qu'il y a un responsable humour ou pas? Ouais. Qui est en charge des blagues? C'est t'en as qui, voilà, t'en as là, j'ai un coéquipier qui s'appelle Gino, là, il nous fait marrer, il chante et tout, donc ça c'est génial. Quand t'as quelqu'un comme ça qui fait des blagues et qui chante, t'as moins sommeil, ça booste, ça met du positif dans l'équipe, donc ouais, c'est clair. Il vaut mieux un gars de l'humour qu'un râleur. Il y a un circuit mondial sur lequel la team dont tu nous as parlé tout à l'heure, la 400 Team, c'est particulièrement illustré. Est-ce que tu peux juste nous éclairer là aussi sur son mode de fonctionnement, comment ça opère ces différentes manches au fil de l'année? Ouais, t'as un circuit mondial avec une dizaine d'étapes dans l'année, donc aux 4 continents. Et puis toutes les équipes se retrouvent sur les championnats du monde qui ont lieu souvent en septembre-octobre. La course a lieu actuellement au Paraguay. Alors nous on a fait l'impasse cette année parce qu'on avait un objectif sur le Thor. Mais voilà. Donc toutes les équipes se dispatchent, je dirais, sur les coupes du monde, parce que grosso modo c'est tellement dur comme sport que tu peux faire 2-3 courses par an. Mais tout le monde se retrouve généralement sur les championnats du monde. Voilà, qui sont en fin d'année. Là, cette année c'est au Paraguay, l'année prochaine c'est en Afrique du Sud. Est-ce que sur les différentes manches, il peut y avoir plusieurs équipes françaises, par exemple? Ah oui, alors il y a beaucoup d'équipes françaises très intéressées par ce format de course. Donc, le grand raid en France s'appelle Raid in France, et là cette année, t'avais 50 équipes au départ, dont 35 françaises, tu vois. Et puis, est-ce qu'on peut dire que vous l'avez gagné? Oui, on l'a gagné, oui. On l'a bien gagné cette année, celui-là. On l'a gagné 4 fois d'ailleurs, et c'est un record, et c'est un peu notre petit raid chouchou, celui-là. Et sinon, même des équipes françaises se déplacent à l'étranger, oui, pour aller faire des belles courses à l'étranger. Je vais te demander de revenir très brièvement, en quelques phrases, sur les moments forts de tes différents raids d'aventure. Est-ce que tu pourrais me dire celui qui a été jusqu'à maintenant pour toi le plus surprenant, le plus inattendu? Tu as déjà été déstabilisé par une situation ou un contexte très inhabituel? Surpris, déstabilisé, oui. Je me souviens, en 2013, on va en Afrique du Sud pour un de nos premiers grands raids à l'étranger. Et puis là, à un moment donné, on traverse un parc animalier. Il nous dit, il y a un rhinocéros, vous approchez pas trop. Ok. Et puis à un moment donné, on est à VTT. Et puis là, t'as des girafes à côté qui se mettent au galop à côté de nous. Donc ça, c'est juste un moment magique. Et puis après, on prend les kayaks et on commence à descendre des rapides. Enfin, ils nous préviennent pas trop. Et puis on arrive dans des rapides très engagés, quoi. Et en France, d'habitude, t'as de la sécu, tout ça. Tu te dis, non, rien, quoi. Donc on se renverse, je perds la caméra. Enfin bref. Et on finit notre section, on finit notre raid. Bon, à la fin,
une fin incroyable. On se retrouve dans des roches magnétiques dans le brouillard et la boussole, elle tournait. La boussole, elle tournait. Donc, on est dans le brouillard, on n'a plus de boussole, plus rien. Donc, on se met à 4 dans une tente pour une personne sur le flanc, là, et puis on dort 2-3 heures en attendant le lever du jour. Et puis, au lever du jour, on arrive quand même à sortir, à franchir la ligne d'arrivée. Un raid incroyable où, à un moment donné, on est aussi le long d'un feu de brousse où t'as juste un Africain, là, qui est là à côté pour gérer un peu le feu de brousse. Et puis, remise de récompense. Et là, tu te dis, avant, tu discutes, tu dis, il n'y avait pas de sécu en kayak, ça, c'est bizarre, machin. Et là, l'organisateur, il fait lever tout le monde et il remercie Dieu. Il remercie Dieu d'avoir assuré la sécurité du raid, quoi. Et là, toi, Français, tu regardes comme ça. bénévole, le Dieu. Ouais, le gars, en fait, ça coûte pas cher, hein. Donc, tout le monde se fait la prière pour remercier Dieu d'avoir veillé à la sécurité de tous les concurrents. On est tous entiers, vivants, machin. Il aurait pu vous ouvrir la rivière en même temps en tant qu'être là. Tu vas faire comme Moïse. Donc, tu vois, des fois, la culture, c'est assez fou, quoi. Là, sur le Tort des Géants, des Glaciers, pardon, on a des passages pas sécurisés en via ferrata. En France, mais jamais tu peux faire une organisation comme ça. Il faut 3 BE à l'entrée, la sortie. Enfin, moi, je suis organisateur, je le sais, c'est super compliqué. Dieu, il opère que en Afrique du Sud, je crois. Il fait que l'Afrique du Sud. Non, mais ça fait du bien des fois parce que le tout sécu tout le temps, c'est hyper contraignant, ça me saoule des fois. Et là, là, t'es autonome. En même temps, tu signes, hein, tu dis, bon, moi, je sais faire du kayak en classe 3, donc t'as intérêt de savoir le faire, quoi. Si tu sais pas le faire, tu prends des risques. Ou alors tu sors, tu portes ton bateau pendant 1 kilomètre et tu réembarques. Ton raid d'aventure le plus exigeant, celui qui t'a poussé le plus loin. Vous a poussé le plus loin. Au Brésil, on était au Brésil. T'as l'impression que les organisateurs avaient pas repéré le parcours. Alors ils nous ont fait passer. C'était dans le Pantanal. Dans le Pantanal, c'est une région très très humide. Et là, on est parti 7 jours, mais il avait pas reconnu, quoi. Donc on était dans des endroits, mais dans la jungle avec la machette, les singes, les alligators, les serpents, on a tout eu. Et au final, à un moment donné, on a pris tellement de retard, les équipes, ils sont venus nous chercher avec des petits coucous, des petits avions tout petits, là, pour nous faire avancer pendant le parcours, du parcours. Et on est arrivé, genre, 5 heures avant la remise de récompense et 8 heures avant de prendre notre avion, quoi. Genre, c'était un raid, c'était une expédition, qui nous a marqué à vie parce que, c'était c'était Mike Horn, quoi. Mike Horn qui traverse l'équateur avec sa machette, quoi. Là, c'était pareil. Ça t'arrive d'avoir peur dans ces moments-là? Est-ce que c'est quelque chose que tu arrives à garder la tête froide globalement, ou il y a vraiment des situations dans lesquelles tu t'es trouvé un peu démuni et très préoccupé? Non, bizarrement, je suis toujours hyper positif. J'ai jamais eu peur, en fait, qu'il m'arrive quelque chose, ou même quand on traverse les marais avec les alligators, j'ai hyper confiance, en fait. Je me dis que les animaux sont pas là pour nous manger, c'est nous qui les dérangeons, mais bon. Non, écoute, c'est pas un sentiment qui m'anime pendant les courses. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon je crois que je ferais pas ça, hein. Le raid le plus beau que tu aies fait, alors j'imagine que tu avais des tonnes de choses plus belles les unes que les autres. Là, quelle est la première image à laquelle tu penses, ou un moment, un raid qui t'a particulièrement marqué, qui n'est peut-être pas le plus beau, mais en tout cas celui qui te vient en premier à l'esprit? Ouais, les championnats du monde en 2018 à l'île de la Réunion, organisés par Raid in France. Alors, l'île de la Réunion, c'est juste magique, et ils nous ont fait un tracé de folie. C'était beau partout, mais il y a eu des descentes en pack-raft. C'est des petits rafts de 2 personnes là sur des rivières au milieu de la jungle. Ouais, c'était magique. Et puis après le volcan, tout. Ouais, ouais, ce serait de là qui me vient en tête. Ouais. C'est quoi pour toi, Sébastien, les ingrédients indispensables d'une aventure réussie? Il faut qu'il y ait quoi dedans à tout prix? L'osmose dans l'équipe, avant tout, un partage, une connexion entre les 4 concurrents, et puis une homogénéité physique aussi, parce que quand il y en a un ou deux qui est dans le dur toute la course, c'est un petit peu délicat pour lui à vivre. Voilà, donc c'est toujours pas évident. Et puis une découverte de territoire, de territoire sauvage, tu vois. Donc moi je dirais cohésion d'équipe, homogénéité de l'équipe, et puis une belle découverte. Donc là je te parle pas forcément du résultat, parce que pour moi c'est pas forcément la chose que je vais chercher en premier, même si on a la chance de jouer le résultat. Tu inclus dans tes programmes annuels, dans tes grands rendez-vous, il y a toujours au moins un gros trail, ce qu'on pourrait appeler un gros trail. C'est quelque chose dont tu as besoin en complément? C'est des épreuves qui sont, enfin des épreuves, en tout cas des moments de ta vie plus solitaires, et c'est des choses que tu as besoin aussi d'aller chercher en complément? Ouais, écoute, c'est assez récent quand même, mais ça m'a toujours titillé d'aller. Alors au début, je faisais le petit trail du Ventoux, enfin petit, c'est quand même 42 bornes, mais c'était plutôt ça dans les années 2010, tu vois.
Et puis à un moment donné, j'ai quand même voulu aller voir ce que c'était que l'ultra, mais sans me préparer. Donc j'avais des fins souvent un petit peu difficiles. Et puis fin des années 2010, là quand même, ça a commencé à me titiller. Je suis allé sur l'échappée belle, sur le Tor des Géants, et j'ai senti qu'il y avait un truc à faire. Mais bon, c'était toujours très secondaire par rapport au raid. Et puis avec l'arrivée du Covid, là, effectivement, j'ai basculé dans autre chose. On pourra en parler si tu veux, mais voilà, je suis parti dans des projets solo très très longs qui effectivement m'apportent beaucoup. Oui, ben on va l'évoquer. On est sur cette belle lancée, et puis je pense que c'est l'occasion aussi d'évoquer une notion qui compte, je pense, pour toi beaucoup, qui est le wildinisme. C'est voilà, cette idée d'avoir une approche très légère et puis très, très respectueuse de la nature et de l'environnement autant que possible. Et donc, concrètement, ça veut dire pour toi voyager très léger en ayant l'empreinte carbone la plus faible possible. Je ne sais pas si tu faisais référence à ça, mais en tout cas, ça m'évoque en tout cas ton GR5. Tu as traversé de plus de 600 km entre Thonon-les-Bains et Nice, que tu as fait avec un sac de 4 kilos, puis un jeu de cartes, c'est ça, de 52 cartes, si j'ai bien compris. Tu fais des réussites. Oui, c'est ça, ouais. Le topo du GR5, il y a effectivement 52 cartes. Donc c'est marrant, ouais. Donc, ouais. Cette approche, en tout cas, tu as aussi besoin d'aller chercher ce type de défi-là suite au confinement qui a peut-être créé une certaine forme de frustration, en tout cas d'aller chercher ce type de défi et puis d'avoir une approche responsable. Bah écoute, oui, le Covid, ça a été quand même un coup de massue. Moi, je suis pas fait pour vivre entre quatre murs et avec 1 km² de liberté, tu vois. Donc, ça n'a pas été évident. Notre circuit de Coupe du Monde a été annulé. Du coup, je me suis dit, bon, il faut que je me trouve un petit projet pour cet été-là. Et j'avais vu passer le record de Pascal Blanc en premier, puis de Romain Sophis sur le GR5. Et je me suis dit, tiens, c'est peut-être un truc qui peut être sympa. Après, moi, je suis vraiment dans l'âme quelqu'un qui est écolo, on va dire, qui fait attention à l'environnement. Après, j'ai plein de contradictions parce que je voyage et hélas, c'est ma contradiction. C'est-à-dire que je m'autorise à prendre l'avion quand même. Après, au quotidien, en France, le discours que je tiens auprès de mes élèves ou ma pratique en France, moi, je vais au maximum au travail à vélo, à pied. Voilà. En France, j'essaye vraiment, peut-être tu vas me dire, les mauvaises langues diront que c'est pour me donner bonne conscience, mais c'est pas grave. Moi, en France, j'essaye effectivement d'avoir une pratique la plus éco-responsable possible. Et donc, ce projet de traverser des Alpes, je me suis dit, allez, tiens, on va le faire en mode Walt Disney, surtout que j'ai un copain, Cyril Cointre, qui avait lancé ce mouvement et qui était à fond. Et je lui dis, allez, ok, je fais le GR5 dans ton mode qui me convient tout à fait. Mais bon, c'est très contraignant dans le sens où il faut que tu portes plus lourd, il faut que tu te débrouilles pour trouver à manger, t'as personne qui t'attend pour te soigner les pieds ou te nourrir tout simplement, ou te changer, t'apporter tes affaires, etc. Donc c'est pas grave, je me suis la première en 2020, je me suis dit allez, je me lance là-dessus. J'avais effectivement quand même le temps de base du record. Et puis en 2020, quand je l'ai fait, j'avais un sac très lourd, j'avais au moins 6 kilos. Et puis voilà, j'ai joué avec le record malgré tout, malgré toutes ces conditions que je m'étais imposées, toutes ces contraintes. Donc après, j'y suis retourné en 2021, effectivement, plus léger, en connaissant le parcours du coup, parce que même si j'oriente bien, je m'étais un peu perdu, voilà, par moment, parce que le GR n'est pas toujours bien marqué. Tu as obtenu le record en 150 heures et 25 minutes. Oui. Du coup, effectivement, je connaissais bien le parcours et tous ces cols. Et la première année, c'est pareil, j'étais allé sans préparer mes pieds, avec des chaussures plus ou moins trop grandes. Enfin, j'avais eu des ampoules. J'avais travaillé mon mental. Hein. Et donc la deuxième année, là, j'ai beaucoup mieux géré plein de facteurs. Et du coup, là, j'ai été beaucoup plus vite, effectivement, malgré le mauvais temps. Et voilà, donc j'ai mis 150 heures pour ces 630 km. Donc ouais, c'était bien. Ouais. Merci beaucoup Sébastien pour ces premiers éléments de présentation. On va passer maintenant à notre rubrique qui s'appelle la basket chinoise, qui a un héritage historique de son nom, mais qui est plus un questionnaire de Proust aujourd'hui. Okay. Est-ce que tu pourrais nous parler du moment qui a changé ta vie pour toujours? Oui, alors il n'est pas très rigolo. En fait, c'est le décès de mon papa sur son vélo. Il avait 64 ans, il était en forme. Puis il allait faire. Moi, j'étais en train de faire un raid justement dans le Vercors à ce moment-là. Et puis quand je rentre de mon raid, j'ai 40 appels en absence. Et puis là, j'écoute. Et mon papa venait de décéder sur son vélo subitement comme ça. Et là, je me suis dit, oh pétard. Pas tout de suite. Hein, j'ai été très triste. Ça a été forcément très douloureux. Mais derrière, je me suis dit, waouh, il faut. On sait pas. Du jour au lendemain, tout peut s'arrêter. Donc on va vivre ses rêves. Je fais pas. On prend tout. On prend tout. Tout en faisant toujours attention bien sûr à ses proches, etc. Mais voilà, je vais
je vais arrêter de me poser trop de questions. Mon père était toujours inquiet de comment il allait vivre à la retraite, etc., etc. Finalement, il n'aura jamais pris sa retraite. Et voilà, il s'est fait du souci pour rien toutes ces années-là. Donc, non, voilà, je me dis pas trop se poser de questions sur le futur et vivre au jour le jour et vivre ses rêves. Voilà, ça a changé ma vie. Ouais. Alors ma deuxième question était quelle est ta plus grande peur? Alors on a compris que sur les raids d'aventure c'était un état assez rare pour toi, voire inexistant. Est-ce que dans la vie il y a des choses qui t'inquiètent de manière plus générale? Et écoute, quand même en raid d'aventure, parce que mes copains ils me le reprocheraient s'ils m'écoutent, j'ai souvent très peur au départ des grands rappels. Tu sais, des fois on a des rappels de 100 mètres et j'ai toujours peur que mon baudrier il soit pas bien mis ou qu'il lâche. Et donc, j'ai toujours du mal à me lancer dans les grands rappels. Quand même, là, j'ai les chocottes, j'avoue. Et... Tu vérifies 15 fois que tout est bien accroché au bon endroit. Ouais, exactement. Je demande, il est bien, tu sais, t'as le guide en France qui est là. Il est bien, mon baudrier, il est bien. Et sinon, dans la vie de tous les jours, ouais, comme beaucoup, je crois, j'ai très peur qu'un jour, il arrive quelque chose à un de mes 3 enfants, quelque chose de grave, quoi. Voilà, ça me ferait beaucoup de mal. Dernière question, l'activité qui t'apaise? Alors, faire un podcast. Ouais, alors écoute, je vais marcher, ça m'apaise, marcher dans les montagnes, mais comme peut-être beaucoup d'autres, faire l'amour, ça m'apaise. Voilà. Ok, une belle réponse. Bon, j'espère que tu es apaisé très souvent. Ça va. Je te remercie, ça va bien. On n'ira pas plus loin dans ton intimité, Sébastien. Non. On va parler maintenant de ta course épique, le Tour des Glaciers. Je vais en planter brièvement le décor. Donc, le Tour des Glaciers, c'est une course qui est réservée à un maximum de 200 coureurs qui sont prêts à affronter les sentiers et les crêtes encore peu explorées de la vallée d'Aoste. Une course qui associe à la fois ultra-endurance, compétition et aventure, et puis beaucoup d'autres choses, navigation entre autres. Pour pouvoir en prendre le départ, il faut nécessairement avoir terminé préalablement une édition du Tour des Géants en moins de 130 heures, ce qui vous donne une petite idée des forces en présence sur la ligne de départ de ce Tour des Glaciers. Le parcours de 450 km pour 32 000 mètres de dénivelé positif serpente en grande partie le long des grandes routes oubliées, les haltes éviers, désolé pour la prononciation, numéro 3 et 4. Il atteint des crêtes en grande partie inconnues et longe les anciens glaciers loin des parcours habituels des randonneurs. Ces sentiers ne sont habituellement fréquentés que par ceux qui connaissent parfaitement les territoires alpins, aiment la solitude et apprécient la beauté des hauts sommets. Cette épreuve unique en son genre est à mener en autonomie totale avec comme unique point d'appui les refuges de haute altitude situés le long du parcours. Le Tour des Glaciers s'élance et trouve également sa conclusion à Courmayeur en Italie. Les 450 km de la course doivent être effectués dans un délai maximum de 190 heures, soit 1 semaine et 22 heures. Voilà, j'ai oublié des choses, Sébastien, ou pas? Ou j'ai planté à peu près le décor décemment? Ouais, c'est bien présenté. Vous l'avez compris à la lecture de ces quelques lignes, le Tour des Glaciers, c'est une course qui est d'une redoutable exigence. C'est le moment qui chatouille un peu, Sébastien. C'est le moment de la question qui pique. Donc, c'est une question très gentiment piège que je pose à mes invités. Cette question, elle est toujours tirée par les cheveux. Je t'avais expliqué un peu le principe, mais ça peut dériver et sortir un peu du cadre habituel. Donc, voilà l'idée. Qui dit Tour des Glaciers dit glacier. Et puis, qui dit glacier dit glace. Voilà donc 3 affirmations pour toi sur le thème de la glace. Et l'idée, c'est de faire un vrai ou faux, qu'on va appeler pour l'occasion spécifiquement à cette circonstance un tort ou raison. Donc voilà, je vais te donner 3 affirmations. Il faut que tu me dises si j'ai tort ou raison. Et c'est des questions qui sont relatives à la glace. Les Chinois sont à l'origine de l'invention de la glace. C'est mon affirmation. Est-ce que j'ai tort ou raison? Allez, t'as raison. Bravo, bravo. Des historiens ont effectivement trouvé les premières traces de recettes de glace en Chine. Elles étaient composées de lait de chèvre, de miel et d'écorce aromatique. Et puis, ils maîtrisaient une technique très ingénieuse, les Chinois à l'époque, pour créer du froid artificiel en mélangeant de l'eau et du salpêtre, qui est du nitrate de potassium. Voilà, si tu as des cours de chimie encore à portée de main. Tout ça, ça permet de refroidir la préparation. Ça fait des glaces excellentes. Voilà, il y a une autre partie des historiens qui disent plutôt qui attribuent en tout cas cette invention aux Perses, car c'est les premiers à en avoir laissé des traces écrites. On l'accorde, on va dire que c'est absolument les Chinois. Deuxième question de ce tort ou raison, il existe une recette de glace au roquefort. Peut-être à tester sur un ravito. T'as raison. Absolument. Ouais, on peut le faire. Alors, si tu as une sorbetière à portée de main, il faut que tu mettes 60 centilitres de crème fraîche et 250 grammes de roquefort fondu. Voilà, pour te faire cette petite glace au roquefort qui accompagne à merveille une poêlée de légumes ou une verrine salée. Tu y penseras peut-être... Tu emmèneras peut-être ta sorbetière sur ta prochaine sortie Wildinisme. Je pense que c'est tout à fait approprié. Bon, 2 sur 2, on est bien quand même, bravo. Pas mal, ouais. Ouais, joli. Je pense que ça sent le hat-trick là. On consomme 2 fois plus de glace dans les pays méditerranéens que dans les pays scandinaves. Ouais, allez, t'as raison. J'ai tort. Ah, J'ai c'est tort. piège, c'est pas assez évident. Oui, exactement. Ouais. Et l'explication, c'est donc voilà, dans les pays, notamment les pays scandinaves, Suède, Danemark, etc., ils consomment beaucoup de glace parce qu'ils la consomment. C'est pas le même usage que nous en fait. Ils la consomment souvent à domicile sous forme de pot ou de bac, alors que nous c'est plutôt
un achat d'impulsion hors des repas quand on est au bord de la plage ou au resto. Donc voilà, ils ont un usage et des volumes qui sont complètement différents. Donc on consomme 2 fois plus de glace dans les pays scandinaves que dans les pays plus méditerranéens comme le nôtre ou l'Espagne et l'Italie. Bravo, quand même, 2 bonnes réponses sur 3. C'est bien, tu as été au sorbet de ton art avec tes réponses. Je suis content que ça paraisse cette glace devant toutes ces questions ô combien difficiles. On va se plonger désormais dans ton Tour des Glaciers, cette exceptionnelle aventure de 450 km au cœur des Alpes. Tu avais déjà par le passé eu l'occasion de participer à la petite cousine du Tour des Glaciers, le Tour des Géants, qui est longue de 330 km. C'était en 2019. Est-ce que tu peux nous raconter comment s'est passée cette expérience et surtout quels enseignements tu as pu en tirer à l'époque? Avec quoi tu es reparti dans ton petit bagage comme apprentissage? Écoute, ce Tour des Géants en 2019, je l'avais bien préparé pour une fois. On va dire, j'avais préparé cet ultra trail comme il faut tout l'été. Et du coup, j'étais vraiment bien parti. On était parti dans le grand froid aussi. Il y avait neigé, etc. J'avais veste Gore-Tex et bas Gore-Tex toute la course. Et j'étais à mi-course, on va dire, avec le troisième, quoi. Donc c'était vraiment, j'étais très heureux de ça, parce que c'était un peu une surprise à l'époque quand même. J'arrivais du raid sans trop de références. Mais sauf que j'avais pris froid dans la deuxième nuit. Et en fait, je me suis retrouvé avec la trachée, les bronches complètement prises. Et du coup, la fin de course a été un long calvaire. Là, les 48 dernières heures, c'était comme si je grimpais l'Everest à chaque col. Je faisais 3 pas, je m'arrêtais 10 secondes. Je faisais 3 pas, je m'arrêtais 10 secondes. Et j'avais été où voilà, j'ai jamais abandonné de course, donc là encore une fois, j'ai été au bout, quoi. Je voulais vraiment la finir, cette course. Donc je l'ai finie en perdant beaucoup de temps et beaucoup de place, mais c'était pas grave. Mon idée, c'était d'aller au bout de la course. Et donc je m'étais dit que j'allais revenir sur cette course, quoi. Et puis comme je l'avais fini, j'avais la possibilité de revenir du coup sur le Tour des Glaciers. Comme c'était Tu t'es encore pas posé plus la long, question je me suis longtemps? pas posé la question longtemps. Le Tour des Géants, si tu veux, le parcours est sympa, mais il redescend quand même pas mal en fond de vallée, où il y a des parties courantes qui sont pas trop dans mes qualités. Donc je me suis dit, le Tour des Glaciers, là, 450 dans les cimes, avec très peu de redescente dans les vallées, ça va juste être magique, quoi. Donc voilà. Du coup, comme il y avait des projets de raid aventure en septembre-octobre, jusque-là, je l'avais pas fait, mais là cette année, j'avais coché. Et avec Sandrine avait coché le Tour des Géants, moi le Tour des Glaciers. Puis du coup, on s'est dit, allez, on fait l'impasse sur les championnats du monde de raid et on va en Italie, on va en Val d'Aoste. Comment est-ce qu'on se prépare à une telle course? Est-ce que tu pourrais nous donner les grandes lignes de ta prépa? Je pense que ça a été aussi beaucoup par des compétitions en elles-mêmes. Il y avait des manches au début de l'été de l'ARWS, donc qui est le circuit mondial de raid aventure. Il y a l'échappée belle à laquelle tu avais pris part en août en duo, sur lequel aussi tu avais très bien figuré. Est-ce que ça a été globalement finalement des grands rendez-vous, des grandes courses qui ont émaillé cette préparation? Ou est-ce que tu as intégré des choses peut-être un peu différentes par rapport à ce que tu faisais habituellement? Bah, tu sais quoi, mes 2 traversées dans les Alpes en 2020-2021, déjà, ça a été une préparation assez extraordinaire. Je pense que mon corps s'est habitué à ces efforts monoactivité très longs et mentalement aussi. Donc j'avais fait 2 fois 600 bornes en 160 et 150 heures. Donc si tu veux, là, quand t'as fait ça derrière 450 bornes, ça te fait plus peur. Déjà, c'est une approche psychologique qui est hyper intéressante. Là, cet hiver, j'ai fait les balcons de la Méditerranée. C'est pareil, je suis parti sur je sais plus 400 bornes sur les balcons de la Méditerranée en hiver. Pareil, à pied, tout seul, avec mon petit sac. Et puis après, je suis parti sur effectivement, la saison de raid aventure. On a fait 2 grands raids aventure. Où là, bah, tu fais un entraînement kayak, vélo, course à pied, tu vois, un combo comme ça qui est très intéressant parce que du coup, il y a moins de risque de blessure, tu varies un petit peu les efforts. On parle au pic d'intensité de la préparation, on parle de combien d'heures par semaine accumulées sur les différentes disciplines? Moi, je m'entraîne pas beaucoup en fait parce que quand même, mon métier de prof de PS me demande beaucoup de temps, parce que je m'investis beaucoup. Donc, si tu veux, je m'entraîne beaucoup le mardi. Je fais des grosses sorties le mardi, donc c'est 5-6 heures dans la journée. Puis le reste du temps, le reste de la semaine, c'est 1 heure ou 2 par jour parce que je vais à vélo au collège ou je reviens en courant, des choses comme ça. Mais non, j'ai pas un volume d'entraînement très important. Je rebondis. En fait, c'est l'expérience, ça, tu vois. Mon corps est habitué. J'ai une endurance. J'ai développé une endurance fondamentale, naturelle, de dingue. Enfin, je suis capable de durer. C'est comme les piles Duracell, quoi, sur des jours et des jours. Donc, il suffit que je me mette en forme sur un peu de fractionné, quelques grandes sorties et ça suffit. Ça, je te parle de ça pour les raids d'aventure. Après, là, quand j'ai eu fini la saison de raids d'aventure début juillet, là, j'ai passé tout l'été beaucoup dans les montagnes, sur le Ventoux. Je suis venu repérer la première partie du Tour des Glaciers, les 230 premiers kilomètres en mode un peu course.
Ça, c'était en juillet. En août, je suis allé beaucoup en altitude, voilà, du vélo. Et puis l'échappée belle fin août, qui était un peu la fin de la préparation, on va dire. Le duodécime de l'échappée belle sur un terrain ultra technique. Et puis après, les 3 semaines entre l'échappée belle et le Tour des Glaciers, ça a été de l'entretien. Une petite sortie ou deux sur le Ventoux dans la semaine, un petit footing ou deux très léger, quoi. Voilà. Donc ça veut dire que finalement la confiance et l'expérience que tu as acquis au fil du temps, elle t'a franchi un peu d'une espèce de surpression d'entraînement, c'est ça, et de risque de blessure qui est inhérente au surentraînement, ça te permet de relaxer, de prendre un peu de recul par rapport à ça, c'est ça? De pas accumuler les heures trop? Clairement, hein, je pense que moi, j'ai pas besoin... en fait, il y a 15-20 ans en arrière, je me faisais des plans d'entraînement, j'accumulais les heures d'entraînement, j'étais un peu comme ça. Je me suis rendu compte petit à petit que fallait pas trop en faire. Des fois, t'en fais trop, finalement, et t'es jamais en forme. Et là, j'ai trouvé, en fait, c'est bien, à 50 ans, tu vois, ça a des inconvénients, ça a des avantages. C'est-à-dire que tu sais, quand tu te sens en forme, tu sais ce qu'il faut faire maintenant pour être en forme. Et mentalement, psychologiquement, si tu veux, quand j'ai fait ce que j'ai l'habitude de faire, ben, je suis serein, je sais que ça va le faire. Alors que d'autres vont être stressés parce qu'ils ont raté 2 séances du plan d'entraînement du coach. Je vais pas être en forme. J'ai connu ça quand j'étais athlète dans ma jeunesse, quoi. Donc non, moi je sais qu'il me faut quelques sorties longues, qu'il me faut un petit peu de vitesse de temps en temps, pas trop pour éviter des blessures musculaires. Et puis c'est vrai que du coup, je cours très très peu. Enfin, je veux dire, sur des semaines normales, je cours 2 fois dans la semaine, max 3. Mais par contre, je vais faire un peu de vélo, un peu de kayak. Et du coup, j'ai aucun problème de genoux, d'articulation, rien. Et même sur un été, là où j'ai fait que de la course à pied ou de la rando-course, tout l'été, là, finalement, c'est bien passé. Puis là, je vais couper, là. Là, je vais couper un peu tout l'automne. Je vais arrêter de courir. Comme ça, je repose un peu tout et puis je remettrai la machine en route en fonction des objectifs, tu vois. Est-ce que ce niveau de confiance que tu as acquis et puis le fait que tu n'aies pas abandonné de course jusqu'à maintenant fait que quand tu te présentes sur une ligne de départ, c'est à aucun moment une possibilité, l'idée de ne pas aller jusqu'au bout? Je te dis pas qu'un jour où j'ai une vraie blessure, je serais pas con quand même, je m'arrêterai, mais Mais il n'y a pas de effectivement, part pour le doute. j'ai une grande sérénité, j'ai une super grande sérénité. Au départ du Tour des Glaciers, j'étais hyper serein, quoi. C'est clair. C'est quelque chose je savais que c'était dans mes cordes, je savais à quelle vitesse je pouvais le faire. Enfin, c'est vrai que c'est peut-être prétentieux, mais j'ai une énorme confiance en moi, acquis par le fait de mon expérience, de ce que j'ai déjà fait, en fait. Parce que on a vécu des trucs tellement durs en raid. Ça a été tellement dur, mes 2 traversées des Alpes, quelque part, que, voilà, me présenter au départ d'une course organisée où on prend soin de toi à chaque refuge, finalement, ouais, ça apporte une grande sérénité, c'est clair. Tes objectifs ou tes ambitions sur la course, c'est quoi? Il y a notamment le record de Luca Papi qui est de 134 heures. C'est quelque chose que tu as de façon claire en tête d'aller te frotter à ce record et tu as construit un peu tes éventuels temps de passage. Je ne sais pas si tu as été jusque-là à te donner vraiment des temps assez précis aux différents points d'étape. Est-ce que c'est quelque chose qui est très présent pour toi ou est-ce que c'est de faire au mieux et de performer autant que tu peux? Écoute, je m'étais pas fait un plan de marche de 120 heures. Par contre, je savais que je pouvais aller vite, ouais. Je savais que je pouvais aller beaucoup plus vite que 134 heures de par ce que j'avais fait dans les Alpes avec un gros sac, avec l'obligation d'aller me chercher à manger à droite à gauche. En fait, ce que j'avais fait, c'est que m'étais fait un papier, j'avais pris toutes les cartes du parcours et à chaque refuge, j'avais noté l'horaire à laquelle Luca Papi était passé au moment de son record. Donc comme ça, je voyais à chaque refuge l'avance que j'avais sur le record, ce qui me permettait aussi d'estimer les heures à laquelle j'allais passer aux différents endroits et puis anticiper mon sommeil ou anticiper mon heure d'arrivée finale, tu vois, tout ça. Donc c'était bien que effectivement on ait les temps de passage du record, là ça m'a bien aidé à programmer ma course en fait. Mais oui, j'avais idée et de gagner et de battre le record, oui. Est-ce qu'il y a des éléments stratégiques que tu as pu intégrer ou anticiper en amont de la course? Il y a, je pense, je ne sais pas si c'est assimilable à la stratégie, mais en tout cas la gestion du sommeil, par exemple, le rythme que tu imposais au départ. Est-ce que c'est des choses que tu avais très clairement en tête ou est-ce que tu t'es un peu laissé guider par les sensations? Il y avait la théorie et puis la pratique qui a peut-être révélé d'autres choses? Écoute, ma vitesse de déplacement, effectivement, c'est au niveau des sensations. Tu vois, au niveau de l'aisance corporelle que tu as, donc les premiers cols, je les montais vite, on va dire, plus vite que en milieu de course, quoi. Mais t'as l'habitude, quoi. Tu sais que tu peux tenir des heures comme ça avec cette vitesse-là. Par contre, au niveau du sommeil, oui, j'avais décidé de dormir dès la 2e nuit, en début de nuit, 1h30 à chaque fois. Donc 1h30 de sommeil réel, c'est-à-dire sans compter le petit repas ou le passage aux toilettes. C'est vraiment
je ferme les yeux 1h30 parce que c'est un cycle de sommeil complet en fait, en ce qui me concerne. Voilà. Et donc ça, c'était prévu. Comme on partait à 20h, donc c'était réglé qu'on n'allait pas dormir la première nuit. Mais par contre, dès la deuxième nuit, entre 20h et 21h, dès la tombée de la nuit, j'avais prévu de dormir une première fois et ainsi de suite chaque jour. Et puis, ça c'est pareil, c'est quelque chose qu'on a tellement l'habitude de gérer en raid aventure que pour moi, c'était très facile à certains moments de sentir qu'il fallait que je fasse un stop de 15 minutes parce que je m'accordais aussi des siestes flash de 15. Et donc ça, je savais très bien quand j'étais en train de divaguer, de dormir debout ou de baisser d'1 ou 2 km/h sans m'en rendre compte. Là, je savais qu'il fallait s'arrêter. Alors, soit t'es dans un refuge et puis tu t'allonges sur un canapé, soit il fait soleil et tu t'allonges dans l'herbe. Même la nuit, hein, ça peut m'arriver s'il fait pas froid de m'allonger sur le sentier et de repartir un quart d'heure après. Et puis de toute façon, quand t'es à 3 ou 4 jours de course, tu fermes les yeux, tu t'endors direct. Qu'est-ce que tu t'attends à vivre avec ce Tour des Glaciers? C'est quoi l'idée que tu t'en fais? Au départ, ouais. Une magnifique aventure en termes de paysage, en termes d'émotions personnelles. Moi, en fait, j'adore marcher, courir, jour et nuit. Enfin, même la nuit, c'est fabuleux. Tu vois plein de faune, les couchers de soleil, les levées de soleil. Ouais, je suis juste impatient au départ que ça se lance, quoi, que je vois tout ça, quoi. On est parti sous un ciel étoilé avec la pleine lune direct, la pleine lune, quoi. Donc déjà la frontale, tu baisses un peu, t'as presque pas besoin. Et puis ouais, voilà, il se met à neiger la première nuit, donc tu dis voilà, bingo, quoi, c'est parfait, quoi. Donc ça y est, nous sommes le vendredi 9 septembre 2022, c'est le grand jour. Est-ce que tu peux nous parler de tes toutes premières heures de course que tu as menées tambour battant avec un autre coureur du nom de Julien Christin Benoît? Et puis voilà, de ces conditions qui étaient annoncées froides, tu nous l'as dit, mais peut-être la neige est venue vous surprendre, c'était peut-être pas forcément prévu à l'agenda ce jour-là. Voilà, est-ce que tu peux nous raconter en tout cas ces tout premiers moments vécus sur ton Tour des Glaciers? Ouais, tu sais, tu libères les chevaux, quoi. Hein. À un moment, t'es impatient, donc c'est parti dans la ville, dans Courmayeur, là. Donc je suis parti tout de suite devant, un petit peu, là, à mon rythme, on va dire. Et puis il y a effectivement Julien qui s'est accroché. Donc on a fait un bon bout de chemin, on a fait tout le premier col ensemble et ma foi, il avait un bon tempo. Et puis voilà, on découvre petit à petit, il se met à faire froid. Je lui dis, je vais vite m'habiller au premier refuge. Là, je vais mettre le pantalon et la veste parce que là, c'est tendu. Et là, il me dit, j'ai pas pris de pantalon, moi. Je fais, waouh. Comme ils avaient annoncé pas de pluie, une nuit étoilée, je lui dis quand même, il va avoir froid, quoi. Bon. Écoute, on continue ensemble, tout se passe bien. On passe à un premier refuge, juste, on remplit la bouteille, hein, parce que c'était au bout d'1 heure. Et puis 2 heures après, un deuxième. Donc en descente, il était un petit peu moins bien, mais il faisait l'effort de me rattraper en montée. On fait comme ça une bonne partie de la nuit, plus ou moins ensemble. Et puis on arrive en milieu de nuit au pied du col Planaval. Et là, le mauvais temps vraiment arrive. Il se met à grésiller d'abord, et puis après il se met à de la petite neige. Quelques passages déjà avec des cordes fixes, tout ça. Belle ambiance. Sachant que c'est un terrain de jeu qui est pas très accueillant de base, par nature. Ouais. Ah non, le Planaval, alors c'est des blocs rocheux. Tu descends dans des moraines qui sont instables. Et là, il y a 3-4 centimètres de neige au sol. Le terrain est difficile à trouver. C'est sympa, grosse ambiance aventure là pour le coup. Alors heureusement, je l'avais repéré en juillet ce passage-là, donc je sais qu'il faut dans la descente passer complètement à gauche. Et là, Julien, il a lâché derrière, et puis après j'ai su qu'il avait abandonné, qu'il s'était blessé dans la descente. Donc là, je me retrouve seul. Et ma foi, bon, ça me déplaît pas. Hein. Je suis un solitaire. En dehors des raids d'aventure, je suis assez solitaire. Je m'entraîne beaucoup seul. Et là, donc je me retrouve seul et ma foi, je vais à mon rythme dans les descentes, j'en vois bien, et puis en montée, un bon tempo. Jusqu'au petit matin. T'es pas tout à fait seul quand même, parce que tu fais des rencontres qui sont pas pour te déplaire sur le parcours. Tu croises des animaux qui ont une symbolique assez forte pour toi, enfin en tout cas qui ont un côté un peu mystique. Non, tu sais, tu te racontes des histoires un peu pendant les courses forcément, et puis là, j'ai déjà croisé 1 ou 2 bouquetins effectivement, mais des mâles immenses là avec des superbes bois, et puis ils sont tout seuls. Posé et il m'observe. Ça va déjà avec une petite pancarte Gogo Sébastien, ouais, non? C'est un peu ce que je vois moi. Ouais. J'ai déjà des hallucinations, je fais ouais. Et déjà dans les Alpes, il m'avait au-dessus de Thonon-les-Bains, j'avais eu un grand bouquetin comme ça qui m'avait accueilli. Donc là, je le retrouve là, je fais ils sont venus ici pour moi encore les bouquetins, ils me donnent leur force, c'est cool. Et au lever du jour, c'est glacial, et juste avant le refuge degli Angeli là, c'est pareil, il y en a un énorme là qui est posé sur la droite, bouquetin là. Et je lui dis, je le remercie, je lui dis, t'es beau, toi, merci d'être là. Et puis juste pas là par hasard. Ouais, t'es pas là par hasard. T'as été missionné par le grand créateur.
Et là, bah voilà, après j'arrive au refuge Angeli, là où je me fais une petite soupe, un petit réconfort très rapido. Là, je mange en 5, même pas 10 minutes, en 5 grosses minutes là. Tu nous l'as dit tout à l'heure. D'ailleurs, c'est assez inhabituel pour toi d'être aussi bien traité là dans les refuges. C'est royal. Il y a à la fois tout ce qui permet de t'alimenter, etc., mais aussi l'accueil que tu peux recevoir aussi. Ouais, Ça va être comme un fil conducteur sur toute ta course. Dès là, t'as les premières petites cloches, tes encouragements, et puis comme t'es en avance sur le temps déjà, ils sont un peu, ah bah dis donc t'es en avance, donc ça fait plaisir. Et puis oui, alors là, tu t'assois. Qu'est-ce que tu veux manger? Qu'est-ce que tu veux boire? Ah, ça, c'est bon, ça. Moi, j'ai pas l'habitude de ça. Donc, ouais, c'est facile, en fait. Parce que moi, sur ma traversée des Alpes, vous savez où est la première boulangerie? Et là, à 120 km à droite. Tu fais la queue derrière la mamie de 60 ans qui est très, très lente, qui sait pas ce qu'elle veut commander. Tu dis, le chrono, il tourne. Elle était pas là par hasard non plus. Elle sait comme putain. Voilà. Non, là, c'est cool. Là, c'est cool. Qu'est-ce que tu veux manger? Qu'est-ce que tu veux boire? Ah, c'est cool, ça. Et donc tu repars ensuite après cet arrêt refuge là, tu prends beaucoup de plaisir, notamment sur la descente suivante, et puis très vite tu te rends compte que en termes de chrono, les choses se passent de façon assez idéale. Oui. En plus là, juste après, il y a un premier sentier en balcon qui est magnifique vers un lac là, et puis une grande descente un peu technique après quelques kilomètres plus roulants où t'en vois bien là, tu fais des kilomètres là, j'aime bien. Et là oui effectivement. Ouais, j'ai déjà au moins 2 heures d'avance, donc là, je me dis que le tempo est bon en fait et que j'ai des bonnes sensations, donc tout va bien. Les voyants sont au vert et puis personne n'a réussi à suivre ce tempo-là, donc je me dis que allez, on continue comme ça, on verra bien. C'est une surprise pour toi que ça se passe aussi bien, puisqu'au bout de 24 heures, tu avais déjà bouclé 125 km. Est-ce que tu pensais être aussi bien que ça et que les conditions soient aussi favorables au-delà de ton propre état? Ouais, écoute, c'était dans mon plan de marche idéal, on va dire, 125 km sur les 24 premières heures, parce qu'il y avait quand même quelques parties roulantes pour descendre à la tuile au début et donc, je savais que je pouvais largement dépasser les 100 km, notant que sur les 24 premières heures, je dors pas du tout, en fait. Donc, c'est aussi ça, le fait que après, tu réduis un peu les kilomètres parce que tu t'arrêtes pour dormir. Donc, oui, là, c'était bien que j'ai fait ça. Ça m'a donné une grande confiance. Surtout, je pensais qu'il y aurait des coureurs qui s'accrocheraient, en fait, en début de course parce que je pensais que ma force, c'était plutôt sur la durée et pas forcément au début. Donc là, si tu veux, quand j'ai fait 125 bornes et que je sais qu'on me dit que les autres sont à 4 heures derrière, je fais, waouh, quand même. C'est dingue. Donc là, oui, ça te donne confiance, c'est clair. Tu te dis, bon, bah allez, on gère maintenant, tu te gères, tu oublies ce qui se passe derrière, a priori, ça va bien. Donc. Et tu vis des passages que tu n'avais pas forcément vus lors de tes repérages, en tout cas de jour. Donc là, je pense on peut dire que tu t'émerveilles aussi du décor qui s'offre à toi sur cette première journée. Ouais, bah j'avais fait exprès en fait. J'avais fait exprès dans ma reco de partir à un horaire différent pour pouvoir découvrir des choses que je découvrirais pas pendant la course, quoi. Donc oui, voilà, c'est dès le début du parcours. De toute façon, c'est juste magnifique. En plus, c'est les couleurs d'automne, c'est-à-dire que l'herbe, elle est pas verte comme au printemps ou en début d'été. Elle est déjà rouge-orange, et surtout là avec l'été chaud qu'il y a eu. Et du coup, c'est des couleurs que je connais moins. Donc du coup, je prends un grand plaisir à observer la montagne là. Et puis t'es tout de suite vers des glaciers immenses. Comme il fait chaud, alors on a eu des très chaudes journées au début, donc ça fond, donc les torrents sont en furie, donc ça fait une super ambiance, quoi. Ouais, un grand bonheur visuel d'entrée de jeu là. Tu vis un moment fort en émotion à nouveau à la fin de la journée, de la deuxième journée en fait du samedi, avec un accueil exceptionnel qui t'est réservé au refuge Vittorio Emanuele. T'es donc pas habitué à ce genre d'émotion en course. Enfin, ça a été vraiment très particulier, j'ai l'impression, ce point de passage là. Bah en fait oui, parce que dans les refuges d'avant, il y a 4-5 personnes, allez 10 maxi, donc c'est déjà sympa au niveau de l'accueil. Tu sais, nous dans les raids d'aventure, il y a pas grand monde hein, quand on arrive aux transitions, t'as 2-3 organisateurs, on est au milieu de nulle part. Donc et là j'arrive au refuge et c'est l'heure du repas. Il est 19h 20h, un truc comme ça. Et là il est immense ce refuge et il y a peut-être 80 convives là, il y a 80 randonneurs qui sont en train de manger tout ça, puis moi je rentre dans la salle là, hop, et là ils se mettent tous à applaudir, etc. Et là, t'as des petites émotions, tu fais, ah ouais, quand même, j'étais attendu. Donc là, le gars du refuge, il prend une chaise, je mange avec 2 randonneurs qui sont à côté de moi, il fait vite une plâtrée de pâtes, je sais plus ce que j'ai mangé à ce refuge-là, mais je crois que c'est ça. Et puis je repars, et là, quand je repars, ils se lèvent, ils applaudissent tous. C'est un petit coup d'adrénaline, quoi, c'est sympa. Tu repars donner ton petit bonhomme de chemin et tu vas faire ta petite pause d'1h30 ensuite au refuge Chabot. On est dans la nuit du samedi au dimanche, là je donne des repères pour les auditeurs. Au réveil justement et sur les heures qui se profilent ensuite, tu as une première source d'inquiétude avec une toux qui a une fâcheuse tendance à te rappeler des souvenirs pas forcément heureux dont tu nous as parlé tout à l'heure. Ouais, je suis un peu dégoûté, quoi. Je me réveille, je tousse gras à nouveau, quoi. Donc là, je me dis, allez, bis repetita, t'as pris froid. Et pourtant, j'avais fait gaffe. Je respirais dans mon bœuf la première nuit.
Donc ouais, là, j'ai une petite inquiétude. Bon, ouais, de toute façon, je continue, hein, il faut y aller. Hein. Et puis... Ça te pénalise pas en termes de performance et de sensations? Est-ce que c'est pas d'impact majeur? Quand même, je suis pas si bien que la veille. Bon, voilà, je suis pas si bien, mais le rythme reste correct. De toute façon, il y a un passage technique derrière, qui s'appelle le passage du Grand Néron. Et j'avais fait exprès de dormir juste avant, parce que du coup, je l'avais reconnu 2 jours, celui-là. Et ce passage-là, c'est juste, c'est les Italiens, quoi. Ils te font passer un truc. Tu passes un pas, et puis derrière, c'est de la désescalade, avec des câbles et des cordes fixes. Et t'as même, à un moment donné, une échelle verticale de 20 mètres. Et tout ça, il y a du gaz, hein. Il y a du gaz, hein. Et là, il nous avait dit au briefing, c'est bon, il y a un guide. Alors moi, j'avais imaginé qu'il nous filerait un baudrier, qu'il nous assurerait en moulette, tu vois. Rien du tout. Quand j'arrive au Palau, je fais, oh, quelqu'un! Et là, je le vois en bas avec sa frontale en train de me faire des signes. Donc, je commence tout seul sur mes cordes fixes, là, machin, en faisant gaffe, je connaissais. Voilà, il fait nuit, je mets la frontale à fond. Et puis, j'arrive auprès de lui, au milieu de la désescalade, et il me dit, ouais, c'est par là. Et il me dit, ce passage, il est pas top, hein. Merci, j'ai remarqué. J'ai dit, tu devrais pas dire ça aux autres concurrents, ça rassure pas vraiment. J'ai dit, t'as pas prévu de me filer un baudrier là? Non, rien. Non, vas-y. Ça passe. Ça passe. Bon, je savais que ça passait, mais quand même. Donc voilà, j'ai serré les fesses parce que tu vois, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai un peu peur en haut des rappels. Donc là, quand même, je suis prudent. C'est pas quelqu'un qu'un grimpeur, il rigole, hein, il te le descend avec une main, mais bon, quand même, faut faire gaffe, quoi. Voilà. Pas trop le droit à l'erreur, quand même. Ouais, non. Voilà. Puis derrière, t'es dans une moraine, pareil, tu descends, c'est ultra technique, mais je suis très à l'aise, en fait, dans les passages techniques, quand il s'agit de sauter de bloc en bloc ça me plaît bien. C'est mieux que de courir à 15 km/h sur du plat pour moi, ça. Donc là, après, il y a une descente ultra technique, et puis le col du Lozon, qui est sublime, qui passe à 3003. Qui lui est très roulant, qui monte en lacet, tranquille, avec une fin très raide quand même. Voilà, donc là je sens quand même que je suis un peu moins bien là au niveau cardio-pulmonaire, on va dire, un peu. Voilà. Mais bon. Ça t'empêche pas d'imprimer quand même un rythme d'enfer, puisque tu surprends même l'organisation. Tu vas un peu plus vite que la musique, en tout cas quand tu arrives à Cognes, c'est ça? Ouais. L'équipe est pas en place, tu arrives plutôt que ce qui était heureusement, imaginé. ils ont quand même missionné un super kiné qui est là et qui m'accueille même avant la base de vie. En fait, il est là, il me filme, il est dans sa bagnole, il est tout content, il est vachement sympa. Puis hop, il m'emmène à la base de vie. Puis là, il a quand même réussi à me faire une petite soupe avec des pâtes. Et puis ils sont 2 ou 3, voilà, ils sont là et donc ils m'apportent plein de choses sur la table. Hein. Quand même là, je mange. Je vais pas dire le contraire. Ils s'occupent super bien de moi. Et puis mais à un moment donné, je mange mes pâtes et je me masse les pieds en même temps, tu vois. Je me masse un peu les pieds pour me les détendre. J'avais enlevé mes chaussures. Puis là, il me voit faire, il me dit mais tu veux un massage? Il me dit allonge-toi. Donc je m'allonge et là je m'allonge sur le dos, il met mes mollets sur ses épaules et il me masse les cuisses et il dit à sa copine derrière de me masser les pieds en même temps. Donc j'ai eu un massage à 4 mains. Donc autant te dire, le temps des glaciers. En continuant de manger tes pâtes tranquillement. Ah ouais, c'est tout confort. Non là j'ai fait une petite sieste de 15 minutes, tu vois. Et pendant cette sieste de 15 minutes, ils m'ont massé quoi. Oh là là, le grand luxe quoi. Une très bonne note sur TripAdvisor pour ce Ah refuge. Non, ils sont formidables. Ouais. La suite de la journée se passe globalement bien, en dépit des chaleurs que tu n'affectionnes pas particulièrement, jusqu'à l'ascension du difficile col Fricola, où ton état va commencer un peu à se dégrader. Oui, alors là, oui, effectivement. Alors j'ai le début de journée qui est pas mal, jusqu'à Dondena, et où j'ai un bon rythme régulier, ça va, c'est pas fantastique, mais c'est régulier. Et puis il y a un col qui est pas haut, qui est à 2005-2006, qui est super dur parce qu'on démarre de vraiment très très bas. Le Fricola, celui-là il est dur. Et là... Je pense que pourtant je filtre l'eau. Alors moi j'ai une gourde filtrante en fait et quand je sens que l'eau est pas top, enfin qu'elle est pas sûre, je la filtre. Et je sais pas ce que j'ai fait, peut-être je l'ai mal filtré, j'en sais rien. Mais donc je prends de l'eau dans une rivière et effectivement il y a quelques vaches pas loin. Et 1 heure après je suis pris de crampes d'estomac, mais alors hyper douloureuse. Et puis je passe quand même le col Fricola difficilement. Et je crois dans la descente, là au début de la descente, là je m'arrête, je me vide 2-3 fois. Donc là c'est hyper désagréable. Et là, je suis très très faible d'un coup là. Je m'arrête pas, je continue, mais petit moment pas cool. Ou surtout, je m'inquiète parce que je me dis si ça dure 2 jours, 3 jours, c'est la déshydratation assurée et là, ça va être compliqué, quoi. Donc, j'arrive quand même à atteindre le dortoir Retempio. Kilomètre 208 pour donner une indication à nos auditeurs. Ouais, là, j'avais pris oui, c'est ça, 200 à peu près, ouais. Et ça fait presque 48 heures de course là.
Et la suite n'est pas forcément plus simple le reste de la nuit, puisqu'il y a ton rythme qui baisse un peu par la force des choses. Il y a quelques petites heures d'aiguillage. J'avais pas prévu de dormir là, et puis finalement, je suis tellement un peu faiblard, et je me dis, autant dormir maintenant, et ça va peut-être me requinquer. Mais par contre, j'arrive pas trop à manger ce que m'apporte la dame, là. Et donc, je dors, et puis je repars. Déjà, j'ai plus mal au ventre, mais je manque un peu d'énergie, quoi. Et puis là, le suivi du GPS, c'est compliqué. J'aime pas bien suivre ce GPS sur une montre, là. Il y a plein de traces de vaches qui me perdent. Bref, je perds 5-10 minutes. Et puis, je suis sur un rythme moyen, on va dire. Moyen. Et puis, j'arrive au refuge Bonzé, là, je crois. Et là, je remange un petit peu, je suis content. J'ai pas mal au ventre. Et puis, je descends à Donas, à la base de vie, où je descends correctement. C'est une longue descente interminable. J'ai quand même un bon rythme. Et j'arrive à Donas, je crois que j'ai 5 heures d'avance sur le record, donc je me dis que même avec mon petit état moyen depuis quelques heures, ça va. On peut y aller. Surtout qu'à Donas, j'arrive à prendre une douche, ça fait du bien, surtout que je me sentais pas super propre. Par contre, il y a rien à manger parce que là, je suis arrivé trop tôt et il y a juste des madeleines, 2-3 trucs qui me font pas du tout envie, donc là pour le coup, je peux pas me requinquer au niveau alimentation. Par contre, il y a un kiné qui est là, et là, c'est pareil, je me fais une sieste de 15 minutes, je crois, et il s'occupe de mes pieds. Je commençais à avoir des crevasses au tendon d'Achille et sous la plante de pied. Et du coup, il me fait des bandages. Et ça, c'est super parce que je repars sans sentir mes crevasses. Donc, ça me gêne pas, quoi. S'offre à toi maintenant le passage qui va être le plus technique de la course. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, après, tu montes vers le refuge Koda, qui est un refuge à 2003, je crois. Et là, c'est quasiment le parcours du Thor des Géants, sauf à cet endroit-là où tu pars un petit peu plus sud pour aller choper une arête. Et là, t'as une longue arête avec des passages engagés via ferrata, petits barreaux, cordes, pour passer à droite ou à gauche de l'arête. Ouais, c'est juste magique là. Tu te dis, les Italiens, ils sont trop bons, quoi. Les traceurs du parcours du Thor des Glaciers, là, merci, quoi. Non, c'est le plus beau passage, surtout que je suis le matin, qu'il y a un petit peu de brouillard qui s'en va, qui revient. Enfin, ça fait une super belle ambiance. Et puis derrière, tu redescends un petit col et puis tu montes au refuge Koda où là, ils te voient arriver de loin. Et là, c'est les cloches qui sonnent. T'as la bamboche. C'est ça. Et là, tu pleures toutes les larmes de ton corps parce que t'es déjà bien fatigué et puis que t'as les émotions à fleur de peau. Et là, quand t'as un accueil comme ça, j'ai pas l'habitude non plus. C'est bon, quoi. Ça te donne un petit coup d'adrénaline et ça te réveille et ça fait plaisir. Parce que le rythme est quand même difficile. À ce moment-là, tu es quand même très engagé. Tu mets encore beaucoup de cœur physiquement, mais le rythme, on en parlait dans nos échanges préparatoires, c'est plutôt 2 km/h malgré l'engagement que tu peux y mettre. C'est quand même difficile d'avancer, elle est compliquée. Ouais, c'est ultra technique, ouais. C'est ultra technique. Et puis comme je suis pas en forme olympique, je vais un peu moins vite que ce que je pourrais, donc ça a tendance à m'énerver. Mais bon, j'ai l'habitude, dans ces moments-là, il faut faire le dos rond, il faut attendre un peu. Tu peux pas avoir une course parfaite et limpide pendant 5 jours. Donc là, je suis en attente de pouvoir m'alimenter et de repartir avec un peu d'énergie. Et c'est ce qui va se passer au refuge Koda parce que là, je vais bien manger. Ils ont des pâtes et puis le yaourt là. Ils m'emmènent 2-3 yaourts que j'arrive à avaler super bien. Voilà, donc je me refais bien la cerise au refuge Koda. Tu continues ton parcours, il y a le passage à la Gruba qui est assez très émouvant pour toi. Ouais. Bah là, il y a tout un enchaînement. En fait, il y a plein de monde parce que c'est le parcours du Thor des Géants. Donc, il y a énormément de bénévoles. Donc là, en plus, je suis devant le gars du Thor des Géants, le premier, de ce qui n'arrive jamais à ce moment-là de la course. Et ils s'attendent tous à ce que le gars du Thor des Géants me rattrape et me double. Et non, il le fera pas. Et donc, à chaque fois, je suis accueilli en héros un peu. Et il y a des petits ravitaux intermédiaires que je connaissais pas, dont je me souvenais plus, qui sont pour le Thor des Géants, mais auxquels je peux participer. Et ouais, à la Barma, il y a un superbe accueil. Et puis surtout à Nîmes, la Gruba, là, je les entends les bénévoles et les supporters, mais 1 kilomètre avant. Et là, je sais pas, ils font un bruit pas possible, des cloches dans tous les sens. Mais là, c'est pareil, je me mets à pleurer à nouveau. Il est 19h le soir. Et c'est trop beau d'émotion. Et pareil, plein de regards touchants. Tu te dis, tiens, je suis en train de faire un truc, en fait, là. Ils sont tous excités comme ça. Peut-être je suis en train de faire un grand truc, quoi. Donc ça te réveille bien, ça te donne le moral, tu manges et après tu repars boosté comme jamais, quoi. Tu continues à passer des endroits assez techniques en fin de nuit et puis tu arrives à la dernière base vie de Gressoney. Il te reste encore Gressoney, pardon. Ouais. Il te reste à peu près 130-140 km à parcourir. Encore une petite pause, le combo parfait, douche, repas, podologue, sommeil. C'est ta vision du bonheur parfait à ce moment-là, j'imagine. Ouais, tu sais quoi, pendant 1h30, je dors sur la table de massage et j'ai 2 kinés qui s'occupent de mes pieds et de mes jambiers antérieurs qui commencent à être enflammés. Et quand je me réveille, c'est Robocop, tu sais, j'ai des bandages de partout en dessous du genou.
les pieds complètement bandés, et puis je mets mes chaussures, et puis bah c'est nickel quoi. C'est-à-dire que mes crevasses qui commençaient à nouveau à me faire mal, moi j'ai 2-3 débuts d'ampoule, mais pas grand-chose. Bah tu repars, t'as les pieds tout neufs. En plus je change de chaussures, je mets une demi-pointure de plus pour la fin de course, et là du coup j'ai les pieds vraiment super bien, et voilà, c'est reparti, t'es tout neuf pareil. Cette journée du mardi, elle va commencer par un bon nombre de décors encore merveilleux. Il y a juste un passage que tu as moins aimé, qui a moins attiré tes faveurs, qui était un passage sur une piste de ski. Je pense que tu n'as pas trop compris le principe de ce petit passage-là. Si tu veux, t'as des super sentiers avant, encore des chaos rocheux, des trucs déments. Puis à un moment donné, t'as une longue montée qui t'amène vers une station de ski. Et donc quand t'arrives sur la station de ski, tu pourrais très bien tout de suite basculer vers le refuge, le ravitaillement. Et en fait, non, ils te font monter par des pistes très moches en haut de la station pour redescendre au même endroit. Bon bref, là il y a 5 kilomètres qui n'ont pas lieu d'être, mais c'est pas grave, hein, ils peuvent faire des petites erreurs aussi les Italiens. Voilà. Tu poursuis ensuite ta route quelques heures jusqu'à l'hôtel Stambecco, où là aussi tu vas pas trouver exactement l'accueil auquel tu aurais pu penser, tu es un peu surpris. Bah en fait, heureusement, là je suis trop en avance effectivement. L'orga est pas là, mais ils ont dû téléphoner parce que tous les ouvriers qui mangent au restaurant sortent au moment où j'arrive. Donc heureusement, il y a les ouvriers qui sont là, qui m'applaudissent et ils me disent c'est par là, mais c'est bizarre. Je me dis mais c'est qui ces gars-là? Ils ont tous la même tenue, tout ça. Et il dit ah, vas-y, va dans le restaurant là machin. Et puis dans le restaurant, il y a le mais ouais, tu veux manger? Bah oui. Et il y a quelqu'un d'organisation? Bah non, pas encore. Bon c'est pas grave, je mange et puis il y a quelqu'un qui arrive finalement une demi-heure après, qui va me pointer mon temps de passage. Donc le temps de passage est pas bon du coup à cet endroit-là, mais c'est pas grave. Et voilà, et là je me repose un petit coup et je repars. Bon là c'était resto 3 étoiles, là c'était cannelloni aux épinards, je m'en souviendrai toute ma vie. Les meilleurs du monde. Et puis là je repars sur un sentier ultra technique. Mais alors pareil, en balcon, en arête, balcon, crête, un combo extraordinaire. Chamois-Bouquetin aussi, hein, dans le cocktail. Ouais, juste avant le Vuillermoz, là, Chamois-Bouquetin et un superbe accueil au Vuillermoz où j'arrive pile poil à la bonne heure pour dormir mon heure et demie. Et on peut dire que quand même globalement il n'y a pas de cadeau, il n'y a pas de section gratuite hein, sur ce parcours-là. Tu vas en profiter de chaque mètre. Là, on va te donner de quoi en découdre. Ouais, c'est clair. En début de course, là, t'as 15 km gratuits pour aller à la tuile, mais après, sinon, waouh. Ouais, c'est ça qui est bien d'ailleurs. C'est ça qui est bien. Mais c'est vrai qu'il défile pas. Et là, je crois, il y a une journée, je fais 70 bornes. Ça m'est jamais arrivé, quoi. Sur une 24 heures, faire que 70 km. Là, quand je suis dans la Coda, avant, entre Donas et Gressonnet, je fais que 70 km dans la journée, quoi. Tu conclus la journée du mardi avec un petit plat de pâtes, un classique. Les conditions météo, elles commencent à tourner à ce moment-là et elles promettent une dernière nuit, puisque ce sera ta dernière nuit plutôt délicate. Ouais, clairement, là, ça commence à pleuviner. Donc, je mets la veste, le pantalon. Mais moi, c'est pas ça me plaît assez, hein. Moi, je préfère ça parce que j'ai souffert de la chaleur quand même. J'ai ralenti un peu les jours d'avant en journée à cause de la chaleur. Alors que là, ouais, il se met à pleuviner, c'est la nuit, brouillard. Donc là, c'est pas évident de trouver son chemin, même avec une montre GPS. Donc, ouais, la nuit un petit peu compliquée, un petit passage technique encore. Là, c'est pas de la désescalade, c'est de l'escalade avec des barreaux de via ferrata et des petites cordes fixes. Donc, bien sympa. Avant d'arriver au refuge de Crête sèche. Crête sèche, voilà. Où là, c'était compliqué d'y arriver parce que je me suis un peu perdu, brouillard. Et là, il y a une jeune fille qui m'accueille, qui est super sympa et qui me dit attention, la suite là vers le Mont-Gelé, dernier gros passage à plus de 3000. C'est pas balisé, on n'y voit rien, la descente est compliquée. Alors je lui dis oh là, et par brouillard, elle me dit oh par brouillard. Ouais. Ok, alors là du coup, comme j'ai de l'avance. Tu revois tes plans? Ouais, je revois mes plans, je me dis, allez, il est 5h du mat, si j'y vais, je vais être là-haut à 6h, il fera nuit, ça va pas le faire. Donc je décide de dormir 1h et quart de plus pour arriver à un timing de jour là-haut en cas de mauvais temps, quoi. Donc voilà, petit somme supplémentaire qui me permettra, je pense, de bien finir et de plus dormir après, quasi. Et du coup, j'arrive au Mont-Gelé à 3000, là, il y a un guide aussi. Le guide est dans sa tente, dans le mauvais temps. Et là, je lui dis, alors c'est par où? Et il me dit, c'est par là. Ouais, mais t'as mis quelque chose? Non, il y a rien, vas-y, c'est par là. Bon, ok, tu sers à rien, quoi. Il a à peine sorti sa tête de la tente parce qu'il faisait super mauvais, il avait froid, il était trop tôt le matin, je crois. Et en fait, j'ai une bonne surprise, c'est que il y a des cairns de partout. Mais ça, personne me l'avait dit, ni la nana du gîte, ni le guide. En fait, c'est cairné. Donc, ceux qui savent pas, des cairns, c'est des tas de pierres. Et du coup, il y en a tous les 20-30 mètres. Alors, en cas de brouillard, c'est compliqué. Mais là, il fait pas beau, mais j'ai quand même une visibilité de 100 mètres. Donc, j'arrive à voir les cairns et finalement, je descends bien pour rejoindre ensuite
quelques pistes qui vont me faire des kilomètres que j'appelle gratuits, où là, tu as un bon rythme en marchant, tu fais 6-7 à l'heure, c'est génial, voire tu trottines. Donc là, ça permet de rejoindre Champillon, le refuge Champillon assez vite et de me dire, je peux peut-être arriver vers minuit ce soir. Le début de ta journée de mercredi qui sera ta dernière journée de course aussi entre ce grand mur jusqu'à Champillon, quelques rares kilomètres plats, tu nous en as parlé. Tu fais aussi une rencontre assez inattendue, pour ne pas dire improbable, d'un coureur sur le parcours qui est en perdition. Ouais, c'est après Champillon, là. Je suis dans le col de Barmasson, qui est un col qui est pas du tout sur le Tor des Géants, hein, mais et là, je vois un coureur devant moi sur la crête qui descend vers moi avec un dossard. Je fais, mais t'es perdu? Et là, en anglais, il me répond, bah oui, je suis perdu. Il s'appelle Damian Hall. Il était 5e du Tor des Géants et il a dû avoir un moment d'absence de dingue parce qu'il est à 10 km de son balisage. Incroyable. Et il a monté peut-être 400 mètres de dénivelé ou 500 pour rien, quoi. Tu te dis, mais il a été absent dans sa tête un moment, quoi. Donc, j'ai pris 5 minutes. Il a pas de téléphone, il a rien. Donc, je lui montre sur mon téléphone où il doit aller. Je lui explique, etc. Puis, il a fini. Bon, j'ai su après. Moi, j'avais envie qu'il reste avec moi, mais il voulait pas. Il me faisait un peu peur quand même. Je me dis, comment il a pu arriver là, quoi. Et donc, il a fini par retrouver son chemin et finir 15e. Bon, j'ai su après, c'était cool. En fait, des fois, t'as des coureurs, ils poussent le non-sommeil trop loin et ça peut être craignos, ouais. Après cette petite aventure et des descentes que tu continues de mener à bon train, tu arrives à l'Hôtel Italia pour ce qui sera ton dernier vrai repas de ce Tor des Glaciers. L'objectif, il est assez clair maintenant, c'est optimiser au maximum le temps et franchir avant minuit, idéalement, la ligne d'arrivée à Courmayeur. C'est ça ton objectif? Ouais, là, j'ai bien mangé, il fait pas chaud et du coup, là, je peux vraiment remettre de la vitesse. Et puis, j'ai pas envie d'arriver à 3h, 4h du match. Je me dis que ce que j'ai fait mérite autre chose. Donc, je veux arriver avant minuit, qu'il y ait un peu de monde et que, voilà, j'ai pas toute une la célébration. Non, oui. Puis, au-delà de ça, passer une nuit supplémentaire avec le peu de sommeil que j'ai, ça serait pas plaisant, quoi. Donc là, je me mets à nouveau à courir à fond en descente. T'as pas mal aux pieds. Vas-y, cours. Et puis, je monte vite à nouveau, ouais. Ouais, j'ai un bon rythme d'ascension. Je m'arrête 3 minutes boire un café au Frassati, j'enchaîne le col Malatra, et puis pareil, dans la descente au taquet, jusqu'à dernier petit col, la crête, et là, je vois le loup. Je vois le loup. Le loup est toujours là pour célébrer mes belles performances à la fin. Ça veut dire plusieurs choses, je vois le loup, mais là, en l'occurrence, tu vois vraiment un loup, ouais. Ouais, je vois un loup sur la dernière crête, au-dessus du refuge Berton. Et j'avais vu un loup pareil à la fin de ma traversée record du GR5, donc je me dis là, c'est pas une hallucination là. Non, il est beau, il est magnifique, il est marron et il part en courant devant moi. Est-ce qu'on peut dire que tu es dans un état quasi euphorique là, à ce moment-là? Ah, là, tu te dis, voilà, je vais quand même pas me faire une entorse de cheville à 3 km de l'arrivée. Donc là, tu profites, t'as fait ton dernier col et puis tu descends et là, je me mets à chanter, je suis en transe, je suis heureux. Est-ce que tu peux nous raconter les tout dernières centaines de mètres de la course et puis la surprise qui t'attend? Bah oui, parce qu'en fait, ma famille habite quand même très loin, sur Avignon, et en fait, mon fils est sur Lyon, et il me fait la surprise. Il s'est tapé 4 heures de voiture pour venir voir son papa 5 minutes à l'arrivée, là. Donc, je le vois 100 mètres avant la ligne, et il est avec sa copine, Jessie. Et voilà, c'est une première belle émotion. Je suis super heureux qu'il soit là, parce que je l'aime très fort. Et voilà, c'est un beau geste de sa part, quoi. Voilà. Et puis derrière, t'as la ligne d'arrivée, il y a encore du monde. Et c'est trop bon, quoi. Là, je saute comme si je franchissais une haie de 110 mètres haies sur la ligne. Là, c'est trop bon, quoi. Tu boucles ces 450 km et 32 000 mètres de D+, en 123 heures et 57 minutes. C'est quoi le sentiment qui prime à l'arrivée? On a l'impression que tu es dans un état physique quasi normal et puis que tu as l'esprit qui plane. C'est vraiment un moment euphorisant, grisant. C'est de la satisfaction? Est-ce qu'il y a quand même la fatigue physique qui te rentre un peu dedans? Enfin voilà, est-ce qu'il y a aussi peut-être une forme de nostalgie que tout ça s'arrête? Ou est-ce que tu étais juste dans le pur plaisir de l'instant? Bon, là, t'es dopé à l'endorphine, à l'adrénaline. Là, c'est juste, je crois que j'ai jamais gagné un trail, hein, donc c'est la première trail que je gagne et ouais, c'est beau de franchir la ligne d'arrivée premier, c'est une petite émotion sympa, quoi, à vivre. Et ouais, le sentir, en plus, j'ai vraiment mal nulle part, hein, c'est clair. Enfin, si, j'ai les pieds meurtris, mais bon, c'est rien, ça. Mais j'ai pas de problème de genoux, de rien du tout. Et donc, ouais, il y a un sentiment de plénitude, j'ai fait ce que je devais faire. Je savais que je pouvais le faire et je l'ai fait. Tu améliores même le record de plus de 10 heures. Oui, c'est quand même très significatif. C'est secondaire, ça, ou c'est aussi une partie de la satisfaction, elle vient de ça? C'est sympa. Après, je savais que je pouvais faire ça. Donc, si tu veux, c'est pas une énorme surprise pour moi. Je sais que je peux même aller encore plus vite. Là, j'y pense déjà à aller plus vite, tu vois. Je sais que je peux aller beaucoup plus vite que 123 heures. Après, il faut que tout soit réuni et les conditions soient réunies, quoi. Mais là, voilà, c'est un sentiment de, ouais,
de plénitude. De fierté aussi, il y a cette idée-là? Oui, forcément, t'es un peu fier, on est un peu con dans ces moments, on est très fier de soi. Quelles ont été, tu penses, les clés de ta réussite sur la course? Qu'est-ce qui a fait que tout s'est globalement bien, en tout cas sur les paramètres que toi tu maîtrisais, tout s'est bien mis en branle et bien aligné? Bon, c'est l'expérience, hein. Je te dis, c'est mes traversées des Alpes et mes 30 raids d'aventure dans le monde entier. C'est juste hyper confortable quand tu te présentes dans une course comme ça, organisée, un trail organisé. Quand t'as vécu ce que t'as vécu, ce qu'on a vécu avant nous, c'est ça, c'est l'expérience, ouais. A posteriori, qu'est-ce qui t'a paru le plus difficile à gérer sur le Tour des Glaciers? Il y a quand même des choses qui t'ont mis à mal un peu. Ouais, la gestion de ces problèmes gastriques, là, tu vois, qui m'ont un peu inquiété. Mais j'ai pas eu, voilà, ça a été une difficulté passagère. Mais ouais, non, j'ai pas eu vraiment trop à me plaindre, hein, quand même, hein, parce que même au niveau des pieds, j'ai été bien soigné, quoi, mais j'ai pas eu à gérer des douleurs. J'ai eu fait des centaines de kilomètres avec les pieds meurtris et très douloureux, donc c'est pas très agréable. Pour le coup, là, c'était super. Est-ce que cette course, elle t'a appris des choses sur toi? Elle t'a révélé des choses que tu soupçonnais peut-être pas autant? Non, je te dirais pas ça. Ça a confirmé cette endurance que j'ai à cette vitesse-là. C'est vrai, c'est une confirmation. Peut-être que il y a beaucoup de gens qui m'ont découvert, mais moi, enfin mes proches, mes copains de raid d'aventure, ils connaissent ce que je suis capable de faire dans ces conditions-là. Après, voilà, le monde du trail m'a un peu découvert. Donc ça, c'est bien que le monde du trail découvre que des gars du raid d'aventure ont des sacrées qualités aussi, tu vois, qu'ils sont capables de faire. Parce que moi, j'ai plein de copains en raid d'aventure. S'ils se préparaient en ultra trail, ils feraient mal également, hein, c'est sûr. Hein. Voilà, notre sport est méconnu, c'est dommage. Moi, je trouve que si je peux mettre un petit peu de lumière aussi sur notre sport, c'est chouette. C'est l'idée avec cet épisode aussi. Je suis très Ouais, content je te remercie. Est-ce qu'il y a une image que tu retiens de ce Tour des Glaciers? Une en particulier, la première qui te vient à l'esprit là? Allez, l'accueil à Nil-la-Grube. Un mot? Phénoménal. Pour moi, ce trail est phénoménal. Est-ce que c'est difficile de reconnecter au réel après quand on est un peu décroché comme ça pendant 5 jours? Est-ce qu'il faut un petit temps de latence ou très vite quand tu retrouves tes proches, tu reconnectes tout et toutes les pièces du puzzle se remettent? Ou est-ce que tu as un peu l'esprit encore dans les montagnes pendant quelques temps? Écoute, c'est parfait parce que quand tu arrives premier et que la course dure longtemps, c'est ce qui nous arrive souvent en raid d'aventure, tu as 2-3 jours derrière pour décompresser, pour échanger. Donc entre mon arrivée mercredi soir et le podium dimanche midi, tu vois, il y a eu du temps où j'ai pu redescendre un peu tranquillement, quoi. Et du coup, lundi, au boulot, ça allait, quoi. J'étais au boulot, j'étais dedans, quoi. On a envie de quoi après une telle course? Est-ce qu'on a envie de mettre tout ça un peu de côté et j'inclus éventuellement les raids d'aventure pendant quelques temps? Est-ce qu'on a déjà très envie de se donner l'objectif suivant? Et puis si oui, est-ce que c'est l'idée d'aller toujours plus loin ou est-ce que l'idée c'est d'aller différemment, chercher autre chose? Moi, je suis quelqu'un qui effectivement va vite avoir besoin d'autres projets parce que ça me guide en fait dans mon entraînement. Donc très rapidement, oui, tu te projettes sur la suite. Ouais. Après, j'avais déjà plein d'idées avant. J'avais pas prévu de refaire le Tour des Glaciers l'année prochaine, mais ça me titille du coup parce que c'était tellement magique. Donc, faut que je construise ma saison prochaine avec cet élément peut-être en plus. Mais ouais, tout de suite, tu te projettes quand même. Alors, je crois pas qu'il existe un trail plus long et plus difficile en fait en termes de dénivelé. Je crois pas. Donc Après, ça peut être d'autres conditions, plus froides ou plus chaudes ou plus hautes, plus basses. ouais, je peux me trouver aussi des défis solo sur des beaux parcours en mode record comme j'ai déjà fait. Il y a plein de choses. Donc il y a ce rendez-vous qui est probablement à l'agenda en septembre de l'année prochaine. Est-ce que tu sais déjà de quoi va être émaillée ta saison d'ici là, si on se projette à moyen terme? Eh oui, j'ai un rêve maintenant aussi là, c'est de faire la Barclay. Tu vois ce que c'est la course la Barclay? Très bien. 2 épisodes sur le sujet, je te conseille chaleureusement, notamment okay, Aurélien Delfos qui a écrit un livre sur la Barclay et les finisseurs qui est vachement intéressant. Voilà. Tu veux que je te confie quelque chose? En fait, ça fait 15 ans que je prépare la Barclay et là, ça y est, je suis prêt. Et t'es pris? Ou tu sais, il faut envoyer un mail et il faut envoyer un mail le bonjour et il faut que Laz t'envoie sa lettre de condoléances pour te dire qu'il t'accepte à sa course. Faut écrire à laz@gmail.com, c'est ça? Donc je vais candidater cette année pour pouvoir me présenter sur la ligne de départ de la Barclay et j'irai pas pour faire 2 tours. Ça serait génial. Ni un d'ailleurs. Faut qu'il m'accepte. J'espère que mon CV lui plaira. Il y a quelques références qui devraient être assez évocatrices, on peut imaginer. Mais bon, la décision lui appartient. C'est Laz qui choisit. C'est lui le boss. Sébastien, je te propose de conclure cet épisode déjà, non pas avec le mot de la fin, mais avec le motto de la fin. Est-ce que tu aurais une devise qui illustrerait tout particulièrement ta philosophie de vie, voilà, une phrase assez emblématique de comment tu appréhendes ta propre vie et ta pratique sportive?
Oui, c'est l'impossible n'est rien. Impossible is nothing. C'est pas de moi au départ, mais ça me va bien. Moi, je crois que dans la vie, faut pas se fixer de limites. Faut pas se dire c'est pas possible. Faut y aller, faut essayer. Et la plupart du temps, quand on met ce qu'il faut en place, on y arrive. C'est ce que je dis chaque jour à mes élèves. Il faut arrêter de dire je sais pas faire, je peux pas faire. Non, vas-y, fais, essaye, mets en place. Pour moi, il y a pas grand chose d'impossible à faire si on y croit. Si on y croit. Alors, il faut avoir une grande confiance en soi et ça se développe. L'impossible n'est rien. Merci beaucoup Sébastien, c'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Je suis ravi d'avoir pu donner à entendre pour la première fois dans Course Épique, par ton entremise, cette course mythique qu'est le Tour des Glaciers qui nourrissait, j'imagine, un certain nombre de fantasmes et puis d'interrogations chez nos auditeurs, à commencer par moi. On a pu, grâce à toi, en prendre la pleine mesure de cette course. C'était aussi l'occasion, on l'a dit juste avant, d'éclairer une belle discipline, le raid d'aventure. Je pense que tes propos ont forcément suscité la curiosité et j'espère l'envie chez nos auditeurs d'aller peut-être essayer cette discipline et en tout cas creuser un peu plus le sujet. Merci d'avoir partagé avec autant de cœur. C'était vraiment très plaisant. Voilà, cette aventure qui est sportive, certes, mais on a bien compris que derrière tout ça, c'est un sujet d'aventure humaine que tu allais chercher vivre et qui était hors du commun à l'occasion de ce Tour des Glaciers. Bravo aussi d'avoir imprimé un tel rythme sur une course que tu as globalement pleinement maîtrisée du début à la fin. On l'a entendu, c'est vraiment très impressionnant. Je te souhaite beaucoup de bonheur dans tes futurs défis. Je sais qu'il y en aura beaucoup, je pense ne pas me tromper en disant ça. Et puis évidemment, je te souhaite t'accomplir pleinement dans ta vie personnelle, familiale, professionnelle. Voilà, que tu sois très heureux dans toutes ces sphères de ta vie. Merci à toi, c'était très agréable cet échange. Merci. Merci, c'était super sympa. À bientôt. Au revoir, ciao. Salut. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu, alors n'hésitez pas à le partager autour de vous et également à vous abonner, à noter et à rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour que Course Épique soit mise en avant et puisse ainsi continuer à se développer. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Merci encore infiniment pour votre soutien et pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle Course Épique, évidemment.